parti? Ma foi. Bon. Salut Clyde, Salut. Comment tu vas? Bah ça va et toi? Bienvenue sur ce premier épisode Merci. de podcast qui s'appelle Trigger. Et tu sais, ce podcast, c'est un projet que ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Ouais. Et il me manquait, je sais pas, peut-être le déclencheur, le truc. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Trigger d'ailleurs. Okay. Il y a toujours un truc qui va déclencher toute une suite d'actions. Je crois beaucoup en ça. Ouais. Ça et l'effet cumulé. Et j'ai été ton trigger. T'as été mon trigger. Je me suis dit, mais c'est marrant parce que pour remettre un peu de contexte, donc on s'est connus au lycée. C'est ça. Après, on s'est perdu un peu de vue et on s'est retrouvés il y a pas longtemps quand j'ai emménagé là dans mon appartement. C'est ça, c'est toi qui as repris contact. C'est moi qui ai repris contact. 5 ans après. Beau gosse. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit ou pas quand je suis revenu toi? Quoi, par message genre? Ouais. En vrai, je sais même plus c'était quoi. T'as dit quoi? Ça fait longtemps. Non, j'ai envie de reprendre contact avec des gens. Non, c'était même pas ça. C'était. En fait, il y a 5 ans, on s'était dit, ouais, vas-y, on se voit vendredi, je sais pas quoi. Tu vois, on savait 5 ans. Je retourne sur Instagram, je regarde nos conversations. Et là, je t'ai juste dit, mais c'est comme un cheveu sur la soupe. Bah écoute, vendredi dernier, je t'ai pas dispo, mais ce vendredi-là, si tu veux, je suis dispo. Ouais, c'est genre 5 ans, le vendredi, 5 ans plus tard. Exactement. C'était n'importe quoi. Et puis après, j'ai appris que tu avais fait un album. C'est ça. Que tu faisais de la musique, tu es un artiste. C'est ça. Et tu as fait un album avec ta femme. Ouais. Donc l'album, il s'appelle comment? Mort ou vif. Mort ou vif. Ouais, c'est ça. Voilà, ok. Et je trouvais ça intéressant pour ce premier épisode, je sais que mon audience va être un peu... ils vont me dire, who's this guy? Tu vois? Ouais, carrément. J'avoue, t'as pas choisi la facilité en me prenant moi pour le premier... ton premier épisode. Parce que... Ce que je pense, c'est qu'on parle beaucoup trop dans notre époque et que l'humilité devrait nous pousser à plus de silence. Ouais. Donc c'est bien pour un premier podcast. Tu vois. Ouais, c'est clair. Je me vois plus comme un artiste. Enfin, en tout cas, dans tout ce que j'entreprends, j'essaie tout le temps de me placer du point de vue d'un créateur, tu vois. Okay. Et du coup, je pense que de façon générale, en tant qu'entrepreneur, c'est une espèce de mot galvaudé que tout le monde utilise aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il faut le réinventer, quoi, tu vois, ce mot. Ah ouais. C'est-à-dire que je pense que les schémas traditionnels sont plus du tout compatibles avec les réalités d'aujourd'hui. Okay. Et donc, c'est génial de faire un podcast, j'imagine, axé entrepreneuriat, où tu prends un mec qui se voit pas du tout comme un entrepreneur et qui pense qu'il faut pas parler, tu vois. Justement, quelqu'un qui est pas trop sur les réseaux. Mais c'est marrant parce que d'un côté, et on en parlera, d'un côté, tu es ultra exposé parce que tu as un album, on peut l'écouter sur Spotify, tu fais des interviews. Ouais. Enfin voilà, il y a quand même t'es sur scène, tu fais des concerts. Et d'un autre côté, tu veux fermer ta bouche sur les réseaux, il y a de ça, ouais. T'essayes de pas trop... En tout cas, je trouve qu'il y a des codes qui sont pas hyper sains. Et je sais qu'on est tous à les utiliser en se disant putain, c'est pas bien, tu vois. Je pense que j'ai l'impression que tout le monde essaie de jouer les codes des réseaux sociaux pour obtenir une audience, pour pouvoir s'émanciper des réseaux sociaux. Mais c'est quoi les codes des réseaux sociaux? Je sais pas, c'est certains formats très entertainment ou alors des longues discussions, des débats, tu vois, pour créer une espèce de, je sais pas, de forme d'opposition et je pense que c'est pas hyper constructif. En tout cas, je trouve que ça l'est pas tout le temps en fait. C'est pas tout le temps constructif et j'ai l'impression, encore une fois, que ceux qui arrivent à obtenir cette exposition-là finissent par s'en émanciper. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le but, en tout cas chez les artistes, j'avoue, je vais plutôt parler pour les artistes. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que leur but, c'est d'avoir une audience telle qu'ils n'ont plus besoin des réseaux sociaux. Ou ils le délèguent, ou carrément, ils ferment leur page. Tu penses que du coup, en fait, c'est eux aussi, ils incarnent un personnage pendant un moment où ils vont bourriner les réseaux, et puis après, au bout d'un moment, une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent... c'est large la question. Est-ce qu'on joue pas tous un personnage quelque part? Tu vois, la question, elle est que du moment que on montre une facette publique, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de jouer un personnage? Moi, en tout cas, je sais que sur scène, j'ai un rapport à la création qui s'amuse des personnages. J'ai fait pas mal de cinéma et j'adore cette dimension incarner quelque chose, tu vois. Okay. Donc oui, dans un sens, ouais, bien sûr, on joue des personnages. Mais sur les réseaux, tu vas jouer des codes, des trucs un peu viraux, tu vois, de ce qui est viral, de ce qui marche. Donc, tu peux pas montrer 100% de ta facette, de toute façon, tu vois. Et moi, c'est un côté qui est trop frustrant pour moi, ça. Donc, partant de là, tu vas accentuer certains traits ou de ta personnalité ou de ton activité, tu vois. Tu vas montrer que ce truc-là et tu vas le pousser un peu à son paroxysme. Oui, dans le but que ça attire l'attention et tout. Et moi, j'avoue que c'est un truc qui me saoule. Ça et les messages courts. Tu vois,
Je vais plus m'exposer sur les réseaux sociaux parce qu'en plus, là, c'est un peu le hasard, mais depuis une semaine, je m'y expose un tout petit peu plus et j'ai des retours en mode « Ah, c'est cool, on attendait ça, on va voir les coulisses, les trucs comme ça. » Ce que je ferai jamais, c'est Twitter. Enfin, X, là, ou X. X. Jamais. Pour moi, la pensée en 200 caractères, c'est impossible, quoi. Ouais, mais c'est pas... Ouais, mais c'est intéressant. En fait, ça me fascine, en fait, ta vision des réseaux sociaux, justement. Et on va pouvoir confronter ma vision avec ta vision. Carrément. Et puis surtout, les réseaux sociaux, voilà, à quoi ça sert. Ça peut être un grand sujet. Mais tu sais quoi, justement, après cette petite introduction, je te propose de te présenter déjà. Qui es-tu et comment tu veux... je suis avant tout, je pense, être artiste. Je pense que c'est ce qui me définirait le mieux. Je fais de la musique, j'ai sorti donc un album, mais j'ai aussi collaboré avec d'autres artistes. Je fais de la scène, je fais du studio, j'ai réalisé mon propre album. J'ai fait de la vidéo. J'ai réalisé notamment, si on parle de cet album de Chloé & Clyde, toutes les vidéos que tu peux voir. On a des clips un peu scénarisés, un peu à la Gorillaz, tu vois, avec une histoire qui suit et tout. Ça, c'est moi qui en ai assuré la réal. Et voilà, j'ai pas mal traîné mes pompes dans les milieux artistiques, que ce soit cinéma ou musique. Et je me mets pas trop d'étiquettes, quoi. J'ai pas envie de me dire je suis musicien ou je sais pas, je suis un créateur, j'ai envie de raconter des trucs, tu vois. Je trouve qu'on est dans une époque où il se passe plein de trucs, il y a plein de trucs à faire, à inventer. Et je sais pas, c'est hyper excitant en vrai, tu vois. Ça soulève plein de questions, il y en a qui disent que c'est angoissant, moi ça me fait kiffer, tu vois. Quand je t'ai connu au lycée, je me rappelle, on allait des fois, on allait chez toi. On allait jouer aux jeux vidéo, on traînait un petit peu, quoi. Et à ce moment-là, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que tu étais un peu dans la tech à ce moment-là. Tu développais, en fait, en PHP, tout ça. Et moi, j'étais pas du tout dedans. Moi, tu me parlais chinois, tu vois. C'est marrant parce que... Mais ça te faisait kiffer déjà à l'époque. Ça m'intéressait, quoi. Tu vois. Je comprenais rien, j'avais l'impression que c'était un truc complètement inaccessible et tout. Pourtant, j'avais déjà un petit peu touché, j'avais fait un petit peu de... Bon, nous, on est des anciens, donc j'avais fait un petit peu... Je connaissais IRC, je connaissais RPG Maker. Peut-être j'ai déjà fait... Une fois, tu vois, j'ai une anecdote. Une fois, pour mon meilleur pote, en fait, je voulais lui offrir un cadeau. Et en fait, j'avais pas d'argent, j'avais rien, mais je voulais quand même marquer le coup. Et je me rappelle, je lui avais fait un RPG sur RPG Maker. Il était éclaté, mais c'est pas grave, tu vois. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu... créé comme ça et j'ai l'impression mais par contre ce que je me rappelle aussi c'est que déjà à l'époque tu nous parlais avec un autre ami parce qu'on était 3, c'est ça, le trio infernal, c'est comme ça qu'ils nous appelaient, exactement, ça nous a valu des emmerdes, t'es dans le bureau dans le... C'était une des meilleures époques, franchement. C'était ouf. Franchement. Et tu parlais de cinéma déjà, tu vois. Tu parlais de réalisation de cinéma. En fait, avec un pote à moi que je voyais notamment beaucoup à l'époque, lui, il a fait des études de cinéma et déjà à l'époque, on avait pour ambition de faire ça. Alors moi, j'étais déjà un peu dans le son, je m'occupais de la partie du son, je faisais déjà je calais les musiques, tu vois. Mais ensemble, on faisait déjà des courts-métrages, mais depuis longtemps. Puisque moi, j'ai commencé mon premier court-métrage en mode délire, tu vois, en mode comme des gamins, mais j'avais 6 ans, tu vois. Putain. On avait pris une caméra et on s'est dit, vas-y, viens, on invente une histoire et tout. Et comment on fait tu t'es levé un beau matin et tu t'es dit, vas-y, en fait, moi, je veux faire je veux faire un album, ou je veux faire de la musique, ou je veux faire... Comment ça s'est passé ? Ça a été quoi le déclic ? Moi, c'est plutôt... Pas mal, transition, le trigger, bam, il a calé son petit podcast. Exactement, en fait, je suis en train de vendre le mot, là, bien sûr. La marque, tu vois. Non, moi, c'est comme le rapport, je fais une parenthèse sur mon rapport à la tech quand j'étais plus jeune. La tech, les expressions artistiques, pour répondre à ta question, moi, ça part tout le temps genre la tech, à l'époque, c'est pas que ça me passionnait, c'est que c'était un outil qui me permettait de faire ce que je veux. Et si tu veux, je vois l'art, la musique, le cinéma de la même façon. Je me lève pas un matin en me disant, je vais faire un album. Je me lève un matin en me disant... il faut qu'on parle de ça. Tu vois, il faut qu'on mette ça sur le tapis. Et tu le sais, je suis bavard de ouf. J'aime bien me creuser la tête. Et d'un autre côté, je sais qu'on est des êtres pensants, mais on ressent beaucoup aussi. Et je pense qu'il faut trouver comme ça l'équilibre entre l'émotion et la raison. D'ailleurs, j'ai écrit un morceau, le 2e titre de l'album, s'appelle Émotion et raison. Un de mes préférés. Cool. C'est parce qu'on est vraiment comme ça tout le temps entre... si je te dis... si on parle d'écologie, qui est le thème majeur de ce que je défends en ce moment... Si je t'avance des choses factuelles sur l'écologie, tu vas me dire, ouais, c'est vrai, t'as raison, voilà, c'est factuel. Ça, c'est excessif, ça nous mène à telle perte. Et pour autant, dans ton quotidien, tu vas rien changer parce que émotionnellement, ça t'aura pas touché, tu vois. Donc, j'essaie comme ça d'utiliser toutes les armes qui sont à ma disposition
technique, mais aussi artistique, pour parler à la raison et à l'émotion, quoi. Mais tu sais, ça fonctionne parce que je vais être très, très honnête avec toi. Depuis que j'ai écouté ton album, que j'ai commencé à regarder les clips, que j'ai vraiment commencé à m'imprégner, tu vois, vraiment de la musique, de ce que vous dites, et que je viens de voir aussi en concert et tout. En fait, il y a des choses, tout ce que tu dis, je le savais déjà. Ouais. Mais c'est vrai que j'agissais, je commençais un peu à agir parce que j'ai un autre ami qui est vraiment dans le... D'ailleurs, il faudra que je te le présente, je te fais une bise, Alexandre Talon, qui lui est très porté aussi là-dessus. Ok, génial. Et tu vois, et lui aussi pareil, je lui demande un petit peu des conseils. Toi aussi, je commençais un peu à te demander des conseils. Et c'est vrai que j'ai commencé non seulement à prendre conscience, mais j'ai passé un step parce que j'ai commencé un petit peu à mon échelle à agir. Et tu vois, le dernier truc, c'est hier soir. C'est bête, hein, tu vois, mais j'ai eu une conversation avec ma copine parce elle avait ramené 2 bouteilles d'eau. Okay. Alors, je lui en veux pas du tout, je la juge pas. Et moi, j'ai 100 fois plus d'efforts à faire, mais tu vois, elle, par exemple, tu sais, ça serait bête. En fait, j'en ai parlé. Et c'est intéressant parce que peut-être que je fais un peu mon mea culpa là en même temps. C'est qu'en fait, effectivement, elle avait des bouteilles en plastique. Et moi, je bois de l'eau du robinet. Mais elle croit que l'eau du robinet, bon, c'est pas très bon, tout ça. Ouais. C'est l'eau de choisie. Bon, normalement, elle est bonne. Ouais, et j'utilise la Brita. Et en fait, quand j'ai vu avec les bouteilles en plastique, j'ai dit, ouais, mais c'est dommage, tu vois, on essaye de... Bon, voilà, les trucs qu'on peut facilement, en fait, modifier, tu vois, qu'on peut facilement changer sans que ça nous coûte quelque chose. Ouais, carrément. Je pense qu'on devrait le faire. Mais complètement. Et tu vois, elle... Et le truc, c'est qu'elle a senti ça un petit peu comme si... c'est culpabilisant un peu tout le temps. Voilà, ouais. C'est ça, ouais. Et moi, je l'ai très mal... Je vois ce que tu veux dire. Et pourtant, c'était pas un reproche, quoi. Ouais, c'était pas du tout ça. C'était en mode, franchement, moi, mais je suis tellement pas un exemple. Elle, par exemple, elle n'a pas de voiture, elle mange pas beaucoup de viande. Enfin, tu vois, à côté de moi, son empreinte carbone, elle est 100 fois... tu vois. Et pourtant... En fait, je me suis senti obligé, tu vois, quand même de lui en parler parce que ça, c'est un truc qu'on peut modifier facilement. Alors qu'il y a des habitudes que moi j'ai où j'en suis conscient, il faut que je modifie et j'essaye vraiment, par exemple... Enfin, voilà, il y a plein de trucs où, comme je te dis, par exemple, les bouteilles, le plastique, machin, ça, c'est des choses... Et puis moi, ça me touche vraiment parce que je vois des vidéos sur le plastique, en tout cas, dans les océans, etc. C'est un fléau. Et quand tu dis qu'il y a un siècle, il n'y avait pas. C'est ça. Mais moi, ça me fait... Tu vas dans les régions les plus reculées du monde où il n'y a pas d'être humain. Tu vas, pour y avoir été au fin fond du Serengeti en Tanzanie, où même les Maasai ne peuvent pas s'y implanter, et tu as du plastique, quoi. Ouais, mais et tu dis, il y a un siècle, il n'y avait pas de plastique. Ouais. Tu as dit plein de trucs hyper intéressants. Ouais. Déjà, effectivement, il faut s'emparer de ces questions-là, tu vois. Je pense que c'est primordial, au-delà des petits gestes et tout. Je pense qu'on n'est plus à une époque des petits gestes. C'est bien les petits gestes. Ouais. Genre, je fais mon tri, je fais mes bouteilles en plastique. C'est bien, c'est important en fait. Mais on n'en est plus là, tu vois. Il faut s'accaparer ces sujets-là. Et ce que tu disais sur le fait qu'elle a une empreinte carbone moins que toi, mais en même temps le plastique, etc. Il y a 2 choses. La première, je pense qu'on n'est pas assez informé. Je pense qu'il y a un vrai travail de... Enfin, le mot, il est dur, mais d'éducation à faire. Ouais. Parce que, par exemple, si tu sais, tu as peur de l'eau du robinet, mais si tu sais vraiment ce que tu bois au robinet et ce que tu bois quand tu as une bouteille en plastique, parce que quand c'est stocké dans des hangars avec les chaleurs qu'il y a fait, les microparticules et tout, c'est une catastrophe, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai. Au niveau de la santé, une bouteille en plastique, c'est quand même 10 fois plus dangereux que de l'eau du robinet. Le pire que tu crains dans l'eau du robinet, c'est du chlore, tu la laisses à l'air libre. Une demi-heure, le chlore, il s'évapore. Mais s'il y a une odeur, parce qu'en fait, nous, ce qu'elle reproche, c'est que des fois, il y a un goût. Ouais, mais c'est peut-être le chlore. D'accord, donc c'est pas un goût d'égout, c'est pas... Non, au pire, vraiment... moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis il y a des filtres. Alors pas des osmoseurs, parce que si tu filtres trop ton eau, après elle a plus de nutriments, quoi. Ton eau, tu bois rien, tu vois. Ouais. Mais il y a des filtres qui s'installent et qui te permettent d'avoir une eau qui a pas de goût bizarre. Je montrerai là. Mais en tout cas, ce que je te disais... Excuse-moi. Ce que je te disais, c'est que... il y a donc un travail... Il faut s'éduquer sur la question. Et je pense que maintenant, on en est à un stade où les problèmes, ils deviennent systémiques. C'est-à-dire, c'est notre système global qui est comme ça et qui fait qu'on n'a pas 15 000 choix non plus, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je dis qu'il faut s'emparer de ces questions-là, c'est que je pense qu'il faut pousser pour un changement... c'est la société qui doit changer, en fait. Aujourd'hui, on a une époque où il faut se réinventer. C'est trop bien. Mais il faut s'emparer de ces questions-là. Ton ami Alexandre, je serais curieux de savoir, il bosse dans quoi ? Toi, excuse-moi. Voilà. Tu vas boire un peu d'eau si tu veux. Ouais, t'inquiète. Justement, il a une agence qui s'appelle La Bastide, l'agence No Code.
Ouais. Donc il est dans l'informatique. Voilà, il faudrait voir comment lui, il s'accapare ces questions-là dans son domaine. Ça pourrait être hyper intéressant. Alors lui, dans son domaine, il essaye de prendre des projets à impact positif. Okay. Donc il va sélectionner des clients qui vont être soit pour l'économie circulaire. Donc par exemple, tu vois, des fois tu as besoin de faire Par exemple, moi j'ai un client. Je pense qu'il a un business à impact positif. C'est-à-dire que lui, il va récupérer les meubles, un peu comme VP, il va récupérer les meubles de tous ses clients à lui, qui sont en fin de série, machin, et lui, il va les remettre sur sa plateforme. C'est un peu le bon coin du meuble, etc. Cool. Et donc, moi, je l'aide à intégrer tout ça, à faire les intégrations entre les boutiques de ses clients et avec sa boutique à lui, sa grosse marketplace. Et tu vois, ça, c'est typiquement le projet que lui, il va prendre. Il a ça, il a aussi une association qui s'appelle No Code for Good. Et donc, là, pareil, c'est des projets... il va pas prendre il va vraiment sélectionner, et je pense que c'est à son échelle, il va faire ça, en fait, il va essayer d'intégrer du no-code pour le good, qui lui parlent. Ok. Mais c'est intéressant comment... Ça serait bien, tu vois, de discuter avec lui, par exemple. De fou. J'en ai parlé hier soir, je vais parler de toi, et il est chaud aussi, d'ailleurs. Tu nous fais un jour une table ronde écologie. Exactement, mais c'est dans la to-do. Par exemple, comment se préparer à la mutation de son métier, parce qu'il est dans la tech, et qu'on sait que les ressources sont limitées, on sait qu'on va vers... la croissance n'est pas infinie, tu vois, on est dans un monde qui est physique, fini, qui est limité en tout cas. Comment lui se prépare à ça, tu vois, ça serait hyper intéressant. Nous, par exemple, dans la musique, on sait qu'on ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait. Avant les concerts, avec Chloé, on essaie tout le temps de rassembler du public ou des artistes. Le mieux, c'est quand il y a vraiment tous les profils, et de discuter sur comment faire évoluer ce métier, comment le muter. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire comme on fait. Et il y a plein de groupes qui arrêtent. Je veux dire, Chaka Ponk, il arrête à cause de ça. Coldplay avait déjà arrêté une tournée parce que trop d'impact. En 2007, donc putain, ça date, tu vois. Radiohead s'était déjà fait suivre par un institut de recherche pour essayer de dresser un bilan objectif de l'impact d'une tournée. C'est hyper intéressant, c'est hyper documenté, tu vois. Donc, je pense qu'il faut que chacun on s'empare de ça et qu'on pousse vers des nouvelles pratiques. Et en parallèle de tout ça, je pense qu'il faut aussi qu'on s'empare de ces questions-là d'un ordre presque... Je vais dire un mot que j'ai pas envie d'utiliser, mais presque politique, tu vois. Mais pas politique au sens où on l'entend, va voter et je sais pas quoi, tu vois. C'est au sens du réhabiliter le sens commun, quoi. Ok. Tu vois, j'ai envie de t'emmener sur un truc. Je sais pas, tu as vu cet été, t'avais des gens, je sais plus comment ça s'appelait le groupe, qui bloquaient un peu les autoroutes. Moi, j'ai un avis là-dessus, je vais te donner le mien, comme ça après toi tu pourras me donner le tien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... Je suis allé jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas voulu faire comme tout le monde, regarder les vidéos et dire mais ils sont complètement cons, machin. Enfin, tu vois. Non, je me suis carrément inscrit, comme si je voulais moi-même participer, etc. Parce que quand je vois quelque chose comme ça, j'aime pas être, tu sais, la masse qui va juger juste sur ce qu'il voit et tout. Je voulais vraiment aller. J'ai fait la réunion, j'ai fait genre que je voulais participer, etc. Au truc et tout. Je suis parti. Et après, et c'était intéressant parce que au début, t'as une sorte de conférence. C'est un peu... je vais donner mon avis. C'était un petit peu un endoctrinement quand même, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai tunnel. C'était très marketing, quoi. Un peu comme les webinaires de vente et tout, tu vois. Voilà, les gros problèmes, nanana. Beaucoup de choses dites sans source. Ça, c'est ce que j'ai reproché. Parce que en même temps que la personne, en fait, elle déroulait son speech, moi, j'étais à côté sur Google et je tapais, en fait, les trucs. Je vois très bien. Rien qui allait. Donc, on sentait que il y avait un parti pris d'office, quoi. Ayez peur, quoi. Ayez peur, il faut vraiment, tu vois. Et donc, en fait, je me suis demandé, mais à qui ça profite ça ? Parce que, clairement, le discours, il est fait pour, effectivement, intégrer des gens et tout, mais derrière, c'était pas sourcé, c'était très tunnelisé, c'était très marketing. La finalité, c'est quoi ? Faire des blocages d'autoroute, c'était ça ? La finalité, c'est de recruter des gens pour faire des blocages, pour faire des actions comme ça, sur le terrain, bloquer les autoroutes, etc. Et donc, après, je suis allé jusqu'au bout du truc, j'ai fait la réunion, et puis après, à un moment, on était dans des petits groupes, en fait, à 3-4, et on devait échanger, machin. Et je t'ai pas filmé, t'as pas documenté ce truc-là ? Non, malheureusement, j'aurais dû. Ou enregistrer, mais c'était intéressant. C'était pour ma curiosité personnelle, quoi, tu vois. Je voulais vraiment comprendre, mais c'est quoi l'état d'esprit de ces gens, quoi, tu vois. Et jusqu'à, en fait, après, il y a une des personnes, en fait, qui vient, tu sais, un des animateurs, et il dit, c'est quoi, pourquoi vous êtes là, etc. Et là, j'ai pas voulu jouer la supercherie plus loin, j'ai été honnête, j'ai dit, écoutez, moi, je suis là parce que je suis curieux, je voulais savoir, mais, au niveau de la... vous pensez que c'est pas un peu...
un peu forcé, et puis de prendre des gens parfois très jeunes, les envoyer au casse-pipe comme ça, se faire défoncer, malmener, tu vois, alors qu'il y a d'autres actions à faire, en fait, comme tu fais toi, par exemple, tu fais de la musique, tu influences des personnes dans le bon sens, tu vas faire des concerts, tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Je suis obligé de me faire de l'avocat du diable sur ça aussi. Ouais. C'est bien d'influencer, d'en parler de machin, mais encore une fois... tu parles de peur, je pense pas que les gens aient réellement peur de ce qui nous attend et de l'impact, tu vois. Enfin, je pense pas qu'ils mesurent l'avenir et qu'ils en aient réellement peur. Je pense pas que tu te lèves le matin en te disant putain, mais c'est chaud, peut-être dans 20 ans. Non, je pense que les gens ils vivent dans le présent et ils se disent pas de toute façon ils se disent quand ça va partir en freestyle je serai mort de toute façon. Donc le rapport à la peur, moi je prends tout le temps ça avec des pincettes. Maintenant il y a plusieurs trucs. Je pense qu'il faut des actions. Et des actions un peu choc, ça me choque pas justement parce que. Est-ce que ça te dessert pas? Parce que c'est certainement. Alors justement, je vais y venir. D'abord, je me fais un peu l'avocat du pour, tu vois. Je pense qu'il faut des actions. Et il faut des actions. Par exemple, typiquement, de prime abord, je m'étais dit mais quel débile les gens qui ont jeté de la soupe sur des tableaux. Parce que je m'étais dit putain, moi et l'art, tu sais comment je suis. Et je me suis dit mais non, on nique pas de l'art pour. Mais après, je me suis dit putain, mais le coup de com' de ouf, c'est génial. Les gens ragent. C'est jeté sur une vitre. C'est du génie. Je sais que c'était... C'est du génie, non, mais tu vois. Oui, et tant mieux qu'ils fassent chier. Moi, j'ai un côté un peu punk, j'avoue, un côté un peu... s'il faut foutre le bordel, on y va. Les autoroutes, si c'est obsolète, foutons le bordel, tu vois. J'avoue que j'ai un côté un peu... c'est mon côté un peu punk. Je me dis, bah vas-y, si... Nique, tu vois. Ouais, mais t'as vu les vidéos, il y avait quand même des femmes enceintes. Et alors, justement, je vais venir. Moi, je pense que la réaction, elle est toujours pas... Et c'est mon avis. Elle est toujours pas proportionnelle à la violence d'en face. Typiquement, tu prends l'incident de Sainte-Soline, la méga bassine, où les mecs allaient... Alors, je sais, on va dire... Voilà, je les vois venir. Ouais, il y avait une action violente et tout. Enfin, il y avait aussi beaucoup d'actions non violentes. Et en face, t'as limite l'armée, quoi, tu vois. Donc moi, je pense que déjà, l'inaction, le fait que les institutions ne s'emparent pas réellement de ce problème-là, premièrement, et deuxièmement, qu'ils aient une réaction violente face à ça. Si tu veux, j'ai une anecdote sur un festival auquel on a participé cet été. C'est du délire. Hein. On va croire que je suis complotiste, alors que pas du tout, tu vois. Ça, c'est une vraie... j'ai raconté ça. Ça, c'est une vraie violence, tu vois. Ouais. Donc je pense que la violence, elle n'est pas encore proportionnelle. Ceci étant, je pense qu'il y a tout le temps des gens pour faire de la récupération, pour faire de l'endoctrinement, faire du greenwashing, du TikTok, des shorts TikTok. Exactement. Ouais. Pour moi, tes séminaires là auxquels tu as été, c'est l'équivalent des shorts TikTok. Je pense que c'est ça le problème, c'est que par exemple, t'as pas besoin de faire de la fake news. C'est déjà assez sourcé et documenté ce qui se passe. T'as pas besoin d'en rajouter. Si déjà on s'en tient à ce qu'on sait de sûr, tu vois ce que je veux dire, ça serait déjà suffisant. Ça suffirait, c'est déjà assez impactant. Ouais, les rapports du GIEC, complètement, du GIEC, etc. Mais même des gens, il y a encore des gens qui contestent le GIEC sans aller jusqu'au GIEC, tu vois. Si on parle par exemple de la gestion des ressources, en fait, il suffirait à un moment de dire, pour les gens qui aiment bien ce qui est hyper pragmatique, il suffirait de dire, il faut qu'on voit notre situation actuelle comme la situation de ta famille, la situation de ta société, c'est pareil. Demain, tu trouverais que c'est un héros, le mec qui prend une boîte en faillite et qui arrive avec des choix qui peuvent être discutables. Par exemple, il ne peut pas garder tout le personnel, par exemple. Donc, il est obligé de faire des choix sociaux qui peuvent être discutables. Toujours est-il que ce serait un héros si, au final, la société fait du bénéf. Tapis. Dans les années 80, c'est un héros. Ouais, clairement. Tapis, on est complètement d'accord. Aujourd'hui, on en est là. Il n'y a pas assez de ressources sur Terre pour faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on parle de transition écologique. On parle, par exemple, je te donne un exemple, le lithium. Aujourd'hui, il y a une vraie pression minière sur le lithium, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à produire plus. On commence à atteindre une limite. Ouais, bien sûr. La transition écologique, la part du GIEC, parce qu'il y a plusieurs... Voilà. Les économistes du GIEC qui disent non mais attends, tranquille, on va réfléchir à une transition écologique et on va juste vous dire ce qu'il faut. Tranquille, il faut multiplier la production de lithium par 27. Faut pas la doubler, faut pas la tripler, faut pas la multiplier par 10, faut fois 27. Si à un moment t'as quelqu'un qui vient qui dit c'est pas possible, c'est pas viable, ça sert à rien de faire des écrans de fumée, on a une gestion qui est finie, comme l'oseille. C'est comme si je te disais, dans ta boîte, tu n'as plus assez d'argent pour faire tous les investissements ou pour continuer au train que tu as. Il va falloir faire des choix. Il va falloir que tu prennes peut-être un local plus petit. Il va falloir que tu fasses l'impasse sur telle technologie. Pour l'instant. Peut-être qu'après, on va se développer, tu vois. Et peut-être que l'espèce humaine, j'en sais rien. Oui, il y a des gens qui sont très optimistes sur ce qu'on va inventer d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, et à moyen terme, c'est pas que à court terme, et à moyen terme, il faut qu'on fasse une gestion qui est différente. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut qu'à un moment, on ait un esprit comme ça de choix. Tu préfères qu'on ait des matériaux pour quelqu'un qui est à l'hôpital et qui a besoin de certains appareils ou pour avoir le dernier iPhone ? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est un choix à un moment. À un moment, c'est un choix. Si on a beau se dire non, moi je veux, et on a ce rapport à la liberté qui est un peu schizophrène,
Je pense qu'on a complètement changé le sens le sens commun et la liberté ont complètement perdu leur sens. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, on va se confronter à cette limite physique. Et je pense que les gens qui auront préféré avoir le dernier iPhone, je pense que plus tard, on dira que c'est criminel le choix qu'ils ont fait. Et je pèse mes mots, c'est criminel. En fait, je vais peut-être partir en freestyle, mais tu vois, des fois, je me pose la question qu'en fait, même si on fait tout ça, en fait, je veux dire... c'est foutu d'avance. Est-ce qu'on fait ça pour la planète ou est-ce qu'on fait ça pour l'humanité ? Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Je suis entièrement d'accord. Moi, je pense que la planète, dans tous les cas, elle s'en sortira très bien. On est tout à fait d'accord. Tu sais, il y a eu combien d'extinctions massives non, mais bien depuis sûr. le début ? Il y en a eu 5. Ouais. Non, mais la planète, ça va. Hein. Et bon, il y en aura peut-être une 6e parce que j'ai l'impression, enfin, moi, tu sais, je crois beaucoup à la théorie du grand filtre qui dit que soit la fin du monde est avant nous, soit après nous. Okay. Parce qu'on ne peut pas expliquer comment on explique qu'il n'y a eu aucune, enfin, on n'a découvert aucune civilisation. Voilà, c'est qu'en fait, on est peut-être la première qui suit d'un grand filtre. Okay. Tu vois, ou peut-être que le grand filtre est dans le futur. Et il y a une. Il y a d'autres civilisations, il y a des civilisations qui nous ont précédés et il y a des espèces qui nous ont précédés. Ah, mais des civilisations, je te parle un peu technologique, extraterrestre plutôt. Ah, d'accord. Voilà. Okay. En mode, oui, c'est vrai que pourquoi il y a personne, pourquoi il y a que nous, c'est pas logique par rapport à tout ce qu'on a. Excuse-moi, je t'arrête, mais il y a que nous proches de nous. C'est ça le truc. Il y a que nous proches de nous. Oui, proches de nous, mais proches de nous, c'est quand même. Enfin, tu vois, avec le nouveau télescope là, on est capable de voir. Le truc est capable de détecter une luciole. Mets une fourmi dans ton salon. Ta salle de bain, là, c'est un truc de fou. Il faut voir à travers les murs, faut machin. À l'échelle de ce qu'est la planète Terre, on ne sait même pas mesurer c'est quoi la taille de l'univers aujourd'hui. Oui, on sait pas. On recevrait des ondes, on aurait reçu des signaux, des ondes, un truc, même si ça. Pas forcément. Bon, en tout cas, il y a des théories. Pas forcément. C'est nous ce qui nous semble hyper éloigné. Encore une fois, tu te mets à l'échelle de l'infiniment petit. À un moment, on disait que y a quasi que du vide entre les atomes, parce que quand tu te mets à l'échelle de l'infiniment petit, oui, il y a de la matière, il y a plein de trucs. Mais nous, on est un fragment de poussière dans une immensité qui nous dépasse complètement. Tu vois. Mais ouais. Quelle est la limite de taille ? Quand tu vois justement le ratio infiniment grand, si tu vois le ratio nous infiniment petit, putain, mais ça laisse présager il est plus où est la marge. Et encore l'infiniment petit, dont nous on a conscience et qu'on observe. Oui, et peut-être qu'il y a encore plus. Peut-être qu'il y a un infiniment petit ailleurs. Complètement. Et non, mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est juste proche de nous. Ouais, proche de nous, c'est vrai. Mais voilà, c'est ça. Le truc, c'est ça, c'est que en fait, est-ce que on a dévié de ma question. En fait, ma question de base, c'était. Non, le sujet, en fait, c'était justement par rapport à la musique, justement la musique et écologie. Ok. En fait, c'était ça la question déjà qu'est-ce que tu as mesuré en fait ? Est-ce que toi, par exemple, moi, ça m'a fait quelque chose. Moi, je te dis là aujourd'hui, voilà, je prends conscience, j'essaye d'agir, etc. Okay. Est-ce que tu vois toi des résultats du fait, surtout que tu sois pas sur les réseaux ? Est-ce que tu arrives à prendre le pouls, de traquer un peu des résultats, voilà, en termes de psychologie, Deux choses. Je fais juste une petite parenthèse sur ce qu'on disait avant. Mais effectivement, la Terre s'en sortira très bien. Ouais. C'est ce que tu me disais. La Terre. C'est sûr que demain, on disparaît. Et il faut... alors pour nous, ça nous semble beaucoup comme unité de temps. Il faut beaucoup de temps avant qu'elle se remette. Mais à l'échelle de l'existence de la planète, c'est rien. Il lui faudra 3 secondes pour se remettre. Quoi, oui, bien sûr. Le vrai drame, c'est même pas que... On mène l'humanité à sa perte. Après, je dis pas que c'est une raison pour que ça parte en couille, etc. Enfin, tu vois, mais en tout cas, selon moi, le vrai drame, c'est pas la planète, on lui fait rien. Et effectivement, le vrai problème, c'est pour l'humanité. Moi, le vrai drame, c'est pas qu'on mène l'humanité à sa perte. À la limite, on a une attitude suicidaire, point barre. Mais j'avoue, et c'est peut-être, tu vas me trouver peut-être trop utopiste, mais j'avoue que pour moi, la vie, c'est encore une notion qui est sacrée. Je parle pas que de la nôtre. Le problème, c'est que dans notre chute, on emmène le vivant. Et je sais pas, d'un point de vue... Je sais qu'on est vachement cynique. On a l'impression que tout est perdu. On a l'impression que ce qui compte... On est hyper individualiste. Ce qui compte, c'est... Il faut que je m'en sorte. Mais putain, je sais pas... Il y a de la grandeur, il y a de la noblesse dans le fait de respecter la vie et d'essayer de la préserver, de ne pas l'emmener avec sa chute, quoi, tu vois. Bien sûr, mais l'espèce de cynisme de on s'en fout. Moi, j'avoue que gamin, j'écrasais pas les mouches, tu vois. Non, mais après, c'est moi, je suis peut-être dans un délire. Moi, je l'ai mangé un peu. Pas moi, je mettais ma main. En fait, non, je vais pas raconter ça, mais je sais pas, en fait. Tu sais, les gamins qui arrachent les pattes et tout, moi, je l'ai jamais fait. Non, moi, je faisais pas ça, mais par contre, en fait, il y avait des fourmilières, tu vois. J'aimais bien, en fait, voir ce que ça faisait de jeter des insectes dans une fourmilière, tu vois. Oh putain. C'est un peu sadique ou pas ? C'est un peu ça. J'imagine que ça fait partie de l'apprentissage quand on est gamin. J'ai l'impression. De toute façon, moi je juge pas, tu sais bien, mais j'avoue que moi je le faisais pas. Par contre, aujourd'hui, et des fois, tu vois, il y a des araignées ici dans la maison, je les laisse.
Je les sors même pas en fait de la maison parce que je me dis mais en fait elles sont autant chez elles que moi. Et puis en fait elles me rendent service. En fait c'est ça. Et puis on est tellement plus confronté au vivant. Parce que quand tu regardes, on s'est tellement protégé du vivant que les gens ont une peur bleue de ce qui n'est pas humain. Mais c'est un truc de fou. À la base, on est censé vivre, cohabiter, s'entraider. Je veux dire par là, c'est une espèce de rouage hyper bien ficelé où tout participe à un tout, quoi, tu vois. Et on a complètement oublié ça. À tel point, moi, je trouve que de plus en plus, il y a des gens qui sont... Moi, je promène mon chien, ils sont terrorisés des chiens, tu vois. C'est un petit chiot et tout, tu vois, sa petite bouille là, tu vois. Quand t'es venu l'autre fois, Kaina, elle a peur des chiens. Mais on est terrorisés, des insectes, tu vois. Alors que, je sais pas, on est un tout en fait, tu vois. Non mais je suis d'accord. Et donc du coup, voilà. Ah oui, est-ce que je mesure des impacts ? Excuse-moi, je dévie à chaque fois. Parce qu'en fait, t'as fait ça quand même pour impacter. Franchement, non. Pourquoi t'as fait cet album pour... En fait, la question un peu, c'est est-ce que d'un point de vue plutôt entrepreneurial, c'est-à-dire je veux entreprendre un projet, j'ai envie de gagner de l'argent entre guillemets, bien sûr, même si c'est la première raison, c'est quand même de produire ton art. Ou est-ce que, en fait, quelle était la balance entre je veux parler d'écologie, je veux vraiment influencer les mentalités, je veux entreprendre. Quelle est la balance par rapport surtout à toi, ton projet ? J'aurais posé la question à un autre artiste, peut-être que ça sera encore d'autres trucs. Tu vois. Et ça, c'est intéressant d'avoir ton... Déjà, moi, je suis hyper... je me méfie tout le temps des biais cognitifs, parce que justement, comme je commence à faire ça, c'est-à-dire à prendre une position claire en faveur des questions... je pose les questions écologiques, donc je vais forcément attirer des gens qui ont les mêmes questionnements, qui ont la même sensibilité, et du coup, tu te retrouves entouré de gens qui pensent plus ou moins comme toi, et tu as l'impression que ça y est, le monde est en train de changer. Tu vois, je fais toujours attention à ça. Je suis plus entouré de gens qui sont sensibles à ces questions-là. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui les ai changés ou que le monde change. Je trouve que, pour l'instant, l'impact est beaucoup trop... Enfin, la période est trop courte, quoi, tu vois. Il faudrait attendre... Moi, je ne pense pas qu'on fasse ça pour... Les changements, ça met longtemps. C'est pour les générations d'après. Et puis, c'est parce que je trouve, encore une fois, qu'il y a de la noblesse à se poser ces questions-là. Je trouve que c'est comme ça que je peux me regarder, moi, dans un miroir, tu vois. Maintenant, sur la question entrepreneuriale et tout, c'est plutôt... moi, je pars tout le temps dans tout ce que je fais du pourquoi. Pourquoi je le fais ? Je pense que c'est la question primordiale. Le fameux why. Ouais, c'est vraiment pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai envie de le faire, c'est quoi qui me motive, c'est quoi... Le fait après de débloquer des solutions, notamment d'en arriver à, tu parlais, faire de l'argent, faire une société ou je sais pas quoi, j'ai monté mon label et tout ça. C'est comme la technique. Je te disais tout à l'heure, j'ai eu un rapport à la technique, c'est pour me permettre de faire. Ça a été pareil. Et j'avoue que j'ai tout le temps en ligne de mire, dans une certaine mesure. Je suis pas parfait, j'apprends. C'est pour ça que je discute avec les gens qui savent. Et je pense que je suis un étudiant dans le domaine. Je suis pas du tout un prof, quoi. Tu vois, bien au contraire. Je suis même un enfant sur le domaine. Mais j'essaie tout le temps, en tout cas, j'essaie d'avoir les informations pour le faire, pour que le prix ne soit pas trop élevé. Quand je dis le prix, je parle pas du tout d'argent. C'est-à-dire que si le prix de mon confort, de ma possibilité de faire de l'art, etc., c'est au détriment du vivant, de la stabilité de nos sociétés, quand je dis stabilité, c'est au sens survie, quoi, tu vois. Est-ce que ça va nous permettre de durer longtemps dans des bonnes conditions, dans un climat qui nous est favorable, etc. Si le prix à payer, c'est celui-là, je ne le paierai pas. Ça, c'est sûr et certain, tu vois. Donc, je me suis déjà, j'essaie moi-même de m'imposer une limite. Tu vois. Et encore une fois, si je ferais ça pour l'argent, je ne ferais pas de l'art, quoi. Je veux dire, j'ai fait d'autres domaines qui m'ont rapporté plus d'argent. Être rémunéré pour ouais, bien sûr. Puis il faut avoir les moyens de le faire. Et puis, bien sûr. Ok. Ouais. Maintenant, voilà, c'est trop court pour en mesurer les impacts réels. Alors, pour ramener ça un petit peu à justement à la technologie, donc, c'est quoi qu'est-ce que tu fais du coup maintenant de tes journées ? Est-ce que tu vis ton album ? Est-ce que tu vis d'autres choses ? Point de vue, on va parler un petit peu de... On a vu l'artiste, comment dire un peu, voilà, l'écologiste, celui qui se questionne, celui qui est, voilà. Et maintenant, j'aimerais bien parler de l'entrepreneur. L'organisation, les outils. Déjà, entreprendre, moi je trouve ça intéressant, entreprendre avec sa femme, comment ça se passe ? Alors, plusieurs questions. Déjà, je me suis mis dans une situation telle où je peux prendre de la coke, boire du rhum et appeler des escortes à longueur de journée. Donc, basiquement, ma journée, c'est quoi ? Je me fais du rhum, je me mets une race. Ouais. Pour tenir le coup, je prends un peu de coke et puis après, j'ai des escortes qui viennent à la maison. C'est parfait, c'est exactement ce que j'imaginais, tu vois, d'un artiste de rock. C'est exact. Tu vois l'imaginaire. C'est vrai. Les biais cognitifs. Exactement. Pas du tout. Je travaille beaucoup la musique. Ouais. Encore maintenant. Parce qu'en vrai, il faut et parce que ça me fait kiffer, tout simplement. Ouais. Là, j'ai la chance. Fuck la prétention. Je me suis mis dans la situation de pouvoir faire
Chloé & Clyde à temps plein depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que ma vie, c'est Chloé & Clyde. Parce qu'avant ça, j'avais un plan. J'ai accepté de sacrifier des années de ma vie pour me mettre dans la situation où je pouvais financer ce projet-là et en même temps, le financer à 100%, c'est-à-dire rémunérer les gens qui bossent dedans, c'est-à-dire y compris moi, quoi. Moi et du coup Chloé. Donc comment ça se passe de bosser avec Chloé ? En fait, on travaille ensemble. Comment dire ça ? Le premier échange réel qu'on a eu, elle et moi, il était professionnel. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de jouer ensemble, très vite, on s'est questionné sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, tu vois, qu'est-ce qu'on a envie de défendre. Ça a été vraiment... j'ai l'impression que le socle, presque, il est là, quoi. Plus qu'après, tout ce qui s'est développé et qui concerne notre vie personnelle. C'est-à-dire que d'abord, la base, elle a été de se dire, OK, musicalement, mais aussi d'un point de vue des convictions, elle m'a amené plein de trucs, tu vois. Aujourd'hui, je fais attention, par exemple, on est dans une démarche qui est vraiment de réduire le plus possible les déchets. Elle m'a tout appris. Je lui dois 100% de ça, tu vois. Après, sur le travail vraiment pratique, les outils, les machins, avec elle, ça fait des années, on a développé une espèce de complémentarité qui fait que finalement, il y a des fois, mais même quand on bouge, forcément, on se déplace beaucoup. On bouge jeudi, vendredi, samedi pour une série de concerts. On arrive dimanche soir et on se dit, putain, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu du week-end. Ça, c'est intéressant, ça. Chacun fait ce qu'il a à faire, mais même quand on est du travail quotidien, tu vois, que je travaille et l'instrument et ensuite la partie plus gestion de la société, du label, etc. Elle fait sa partie, je fais la mienne, et en fait, on a chacun nos journées. Même en studio, il faudrait que je te montre des making-of, mais en studio, moi, j'ai réalisé. Donc, quand tu réalises un album, tu es vraiment garant de tous les aspects du son, de ce que font les musiciens, des arrangements, etc. Donc, moi, j'étais beaucoup en lien avec les musiciens. Elle, pendant ce temps-là, elle a une lourde responsabilité. Elle est ce qu'on appelle front, c'est-à-dire c'est elle qui est devant. Donc, elle est la voix de ce qu'on fait. Moi, je peux me casser la tête derrière. Si elle l'incarne pas, vocalement, mais aussi le charisme, quoi, tu vois, il se passe rien. Donc elle travaille ça, elle faisait de la com, elle est plus portée sur les réseaux sociaux que moi, donc elle s'occupait des réseaux sociaux. Enfin, tu vois, en même temps, comme moi, 2 semaines de studio, c'est 2 semaines où je suis vraiment dans ma bulle. C'est-à-dire que je délaisse tout le reste. Mais on a quand même une société à faire tourner et tout, donc elle a pris le relais. Il y avait des dossiers à faire parce qu'on a fait des demandes de sub. Tu vois, on passait en commission pendant qu'on était en studio. Enfin, c'est un gros bordel où on s'est organisé de telle sorte qu'elle était des fois dans une pièce avec un PC en train de faire des vocalises et des mails, je schématise, pendant que moi j'étais avec le batteur en train de lui dire on va placer le micro comme ça et tu fais tel pattern de batterie. Tu vois ? C'est dur de faire un album ? Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur, en fait ? C'est-à-dire, en fait, c'est quoi les grandes étapes, en fait, vraiment après, il y a des trucs qu'on pourra peut-être aller dans le détail, mais c'est quoi les grandes étapes ? Voilà, tu te dis, allez, c'est bon, je fais un album. Déjà, ça fait combien de temps que tu réfléchis à ça ? Est-ce que c'est depuis que t'es gamin ? À quel moment Moi, j'ai l'impression que c'est un truc, putain, faut trouver les titres, les paroles, faut déjà écrire. En vrai, ça vient assez vite. C'est vrai. Après, franchement, l'inspiration, c'est ta question, dingue, je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a d'artistes. Moi, ce qui a été dur dans celui-là, ça a été de concilier plusieurs casquettes. C'est-à-dire, j'ai décidé de me donner les moyens sans attendre qui que ce soit. Ça a été un peu ma logique de me dire, je vais le faire et je vais le faire comme je l'entends, dans les conditions que j'aurais décidé. Donc, il a fallu endosser la casquette de producteur. J'ai monté mon label, je me suis formé, je fais des formations, je suis retourné à l'école, basiquement, pour savoir ce qu'est un producteur. Quel contrat il fait avec un artiste, où est-ce qu'il trouve ses financements, etc. Et le problème, c'est que le producteur a un rôle qui complète dans le sens où parfois il vient en opposition à l'artiste. C'est-à-dire que le producteur doit savoir dire attention, financièrement, on peut se permettre ça. Il challenge un petit peu le. Exactement. Et moi, j'avais les 2 casquettes. Et ça a été hyper dur, c'était schizophrénique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord réglé toutes les questions de prod, sans penser à l'artistique, pour ensuite pouvoir libérer l'artiste complètement des questions financières, des questions de logistique. J'avais ma séance de studio bouclée, j'avais pas fini mes titres. Et ça, du coup, le bassiste Bruno, salut Bruno, j'espère que tu verras cette vidéo, ça te fait marrer ce truc-là, parce qu'il m'en a parlé cette semaine. Ou la semaine dernière, je sais plus, il me disait, aller en studio sans avoir fini ses titres, plus personne ne fait ça. Nous, c'est ce qu'on a fait. Pourquoi ? Parce qu'il a d'abord fallu que je me libère de la partie prod, trouver les financements. C'est un bordel dans le monde de la musique. Heureusement, en France, on est aidé, mais c'est des dossiers à monter, c'est des gens à convaincre, puis c'est des règles à connaître, tu vois. C'est un bordel. Donc j'ai d'abord fait ça. Justement, ce monde-là, c'est un monde qu'on connaît pas, en fait. Je pense que, tu vois, quand tu prends 10 personnes autour de toi, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent un artiste, mais qui est vraiment, tu vois, pas l'artiste, tu sais, qui fait ça le dimanche, quoi. T'as tellement raison. L'artiste, vraiment, qui est son métier, quoi. Tu vois. Mais je vais même plus loin. Avant de me lancer dans Chloé & Clyde et dans mon label,
j'étais déjà artiste, c'est-à-dire que j'avais déjà été embauché par des productions en tant qu'artiste, j'avais déjà touché des cachets d'artiste, j'avais déjà fait du studio, et pourtant, il y a des trucs que j'ignorais complètement. Je me disais, voilà, quel type de contrat, un prod, parce que quand tu es engagé en tant que musicien, on te paye pour ta prestation de musicien, basiquement, et puis basta, tu vois. Donc, j'avais jamais été, moi, signé en label en tant qu'artiste. J'étais soit accompagnateur, soit, tu vois. Et du coup, j'ignorais complètement le contenu d'un contrat entre un prod et un artiste, par exemple. Tu vois. Il y a plein d'aspects, en étant dans le métier, que j'ignorais complètement. Le live, je maîtrisais parce que ça fait des années que je fais ça. J'organisais des festivals, etc. Ouais. Mais la partie vraiment production phonographique, sortir un album et tout, il y a plein de trucs qui m'étaient inconnus. Et c'est pour ça que je te dis, il faut se former, quoi. Il faut se former, et après, franchement, quand tu as les idées, ce qu'il faut, c'est avoir les idées. Et comment tu fais? Parce que nous, enfin, tu sais, j'ai dit nous comme s'il y avait notre monde. Le commun des mortels. La plèbe, les gens qui entreprennent, tu vois, justement, qu'est-ce qu'ils font pour savoir si ça marche et tout? Ils prennent pas trop de risques. Aujourd'hui, l'entrepreneur lambda, moyen, il prend pas trop de risques, il va sortir ce qu'on appelle un MVP, un minimum viable product. Mais c'est viable dans la musique. C'est viable dans la musique aussi. Et il va prendre des utilisateurs, il va tester, il va prendre 100 personnes, il va appeler, alors qu'est-ce que t'en penses, c'est de la merde, c'est bien. Comment un artiste il fait? Parce que déjà, toi, t'as ton ego d'artiste. Pas trop. Non, mais je dis ça sans prétention. Par exemple, si je te ça fait prétentieux de dire ça, mais pour le coup... Mais comment tu fais, par exemple, pour mesurer que, entre guillemets, bah ouais, ça c'est un bon son, ça c'est un bon titre, ça on le met dans l'album, ça c'est de la merde, enfin, entre guillemets, quoi. Ça, c'est... Est-ce que, en fait, quand t'es artiste, tu penses produit, les gens doivent consommer ce que je fais, ou est-ce que c'est plutôt moi je veux faire ce que j'aime, tu vois, sachant que quand t'es entrepreneur et que tu fais un produit, si tu penses en mode je suis amoureux de mon produit, t'es mort. C'est et clair. Quand t'es artiste, j'ai l'impression qu'il faut quand même que tu sois un peu amoureux de ton déjà produit. Pour répondre donc à une partie de la question, mais je vais venir ça vraiment en détail, mais je te disais faut se former et avoir l'idée, c'est ce que je te disais juste avant, et ça va répondre en partie à ta question. Une fois que tu as ça, moi en formation, l'un des intervenants, parce que l'idée de la formation c'était de rencontrer des professionnels, donc tu avais des tourneurs, des attachés de presse, voilà. Et tu rencontres comme ça des professionnels, et l'un des intervenants aujourd'hui collabore dans Jam Production, donc dans le label pour Chloé & Clyde. C'est-à-dire qu'il m'accompagne parce que tu viens avec une bonne idée. En tout cas, tu viens avec l'envie de faire, t'es structuré, il sent que c'est solide, quoi, tu vois. Donc, en général, tu attires les personnes. Et ensuite, dans l'artistique, ça va être pareil. Tu vas attirer les personnes. Moi, une personne m'a amené une personne, m'a amené une personne, m'a amené une personne. À la fin, dans ce projet-là, j'avais des gens que j'aurais jamais rêvé d'avoir au début du projet quand j'ai monté la boîte. Pas pour un premier album. Et avec eux, moi, je suis vraiment un amoureux du travail d'équipe. C'est pour ça d'ailleurs que j'adorais le cinéma, c'est qu'il y a vraiment cette espèce de synergie, chacun a son pôle, tu vois. Et en fait, moi en tant que compositeur, je dois amener une idée, un truc, il faut que ça me fasse kiffer, il faut que je sois amoureux de mon produit. Bien sûr. Mais derrière, j'ai un ingé son, j'ai des musiciens, j'ai quelqu'un qui va faire le mastering, qui a travaillé avec les Daft Punk, c'est le mec qui a masterisé Random Access Memory, qui fait dans son studio par terre, il y avait les disques d'or d'Angèle, de machin, tellement ça se cumule, tu vois, tellement ça s'accumule, il y avait partout, tu vois, des Grammy. Un goat, quoi. Et lui, il t'apporte aussi une expertise. Il dit, attends, aujourd'hui, il y a telle sensibilité. Il va pas te dire, on fait comme ça, au sens où il te bride et il te dit, il y a une façon de faire. Mais si tu veux, il t'aiguille, et puis lui, de toute façon, par réflexe, va correspondre aussi à un marché. Et ceci étant, en tant qu'artiste, oui, il faut que ça me plaise, mais en même temps, j'ai aussi envie de rencontrer un public. Donc, je vais aussi faire en fonction d'une demande, quelque part. Parce que moi-même, étant consommateur de musique, je corresponds moi-même à une demande. Je vais me dire, tiens, je sens qu'il n'y a pas de rock français qui parle frontalement d'écologie, par exemple. Donc après, c'est à moi, en tant que producteur, de croire qu'il y a un marché là-dedans. Moi, je le crois. On pourrait me dire que non. Mais en tout cas, moi, j'y crois, tu vois. Et du coup, ça te permet comme ça de placer les curseurs en te fiant aussi à des gens qui ont une oreille, qui ont une habitude de ce qui se fait actuellement, quoi, tout simplement. Tu vois, pour te donner un exemple, quand j'ai monté le label et qu'on a commencé à faire des concerts, c'était pas du tout avec Chloé & Clyde. Et je leur ai dit l'idée c'était justement d'amasser suffisamment d'argent pour débloquer les aides, parce qu'il faut que tu amènes quand même un apport, quoi. On va pas t'aider à 100% sur ton projet. Et j'avais dit à mes potes musiciens à l'époque, venez, on fait un truc pour aller jouer là où personne ne veut aller. Là où ça saoule tous les musiciens. Pourquoi ? Parce que
ça va être de l'immédiat. Et pour ce faire, il faut s'adapter. Je te donne un exemple. Tout ce qui est restauration, etc., il y a de moins en moins de restaurateurs qui acceptent les groupes parce que c'est bruyant, normal, parce que c'est une logistique compliquée, tout. Moi, j'avais pensé toute ma technique en mode fuck l'ego, on va pas mettre un batteur, un machin, on va faire une technique pour pouvoir maîtriser le son de A à Z. J'avais pas d'ampli sur scène. J'étais directement sur une table de mixage. J'allais voir un mec. Je lui disais, moi, je te fais une ambiance musicale, je peux gérer le volume comme je veux. On n'est pas tributaire du son de la batterie, du son d'un ampli. Tu vois ce que je veux dire ? Et on fait un truc adapté. Je vais faire des covers. Oui, pour certains, trop variés, trop me disaient, ouais, mais moi, je vais faire de la musique profonde. Nick, moi, ce que je voulais, c'était que les gens soient contents, qu'ils passent une bonne soirée, que le restaurateur soit content. Et du coup, des restos, j'en ai fait plein. Mais quand je te dis que j'en ai fait plein, j'ai joué dans des lieux improbables. On a fait des flunchs, on a fait des hippopotamus. Tu sais même pas qu'il passe de la musique. Et alors, ça se passe comment ? Ça rapporte ça... Ah ouais, du coup, bah oui, ils ont du budget pour leur soirée. Tu vois, moi, à la fin, pendant un moment, on était régulier dans l'hippopotamus. On a fait Opéra, on a fait Montparnasse. Au tout début de la boîte, je te parle. Pour te dire que j'ai pas d'ego. Moi, j'avais des potes musiciens, parce que quand même, c'est un beau milieu de big up à l'hippopotamus de Montparnasse. Pourquoi tu les connais ? Je les connais pas, mais je suis allé une fois. Franchement, j'étais pas du tout... Voilà, mais bon, bref, c'est un autre... Bah, écoute, ouais, c'est à la chaîne. Hein. Non, par contre, celui de Belle Épine... Ah ouais ? Donc, big up au hippopotamus de Belle Épine. Moi, je t'avoue, m'en voulais pas les hippos, m'en voulais pas les hippos, mais j'ai overdosé, quoi. Et là, ça a été mes clients, ça a été... Enfin, bref. Mais bon, mais, les embrasse. C'est ça. Mais pour te dire, donc, c'est un beau milieu d'enculés, je peux pas le dire autrement. Et du coup, moi, t'avais des gens au tout début qui disaient, eux, c'est des musiciens hippopotamus. Histoire de dénigrer. Sauf que moi, j'ai fait ça un an. Ils essayent de te réduire et tout. C'est ça. Et au bout d'un an, j'ai pu prendre un autre marché. J'ai commencé à choper des tourneurs qui me donnaient des soirées événementielles. Et à la fin, on a fait des trucs genre... Mais ça, c'est un vrai mindset d'entrepreneur, du coup. Ouais, complètement. Parce que c'est vraiment la personne en fait qui veut pas tout de suite. En fait, t'as itéré non pas sur ton produit, mais sur le marché, quoi. Tu te dis voilà, il faut déjà que je récupère un peu de cash pour ensuite faire passer à l'étape 2, récupérer encore un peu plus, réinvestir, machin. Je sais que c'est relou. Et souvent ça, c'est tu vois, enfin, t'es un doueur, quoi. Ouais, complètement. Et puis tout ce que je faisais, je me disais déjà. Au départ, j'investissais énormément pour avoir du matos, et si tu veux, à la fin, je me retrouvais à avoir du matériel complètement démesuré pour l'endroit que c'était. On jouait pas fort et tout, on était équipé en IR sans fil, tu sais, t'avais le retour en mode sans fil et tout. Mais si tu veux d'avoir ça, derrière, moi, à chaque fois, je faisais des vidéos, je faisais de la promotion de ce que je faisais, et quand t'avais un client plus prestigieux, tu disais pas que c'était Hippopotamus, tu fais un beau cadre, et tu dis non, mais c'est des soirées privées, tu vois. Et à la fin, on faisait des assemblées générales de banque. Enfin, tu vois, assez vite, on a chopé du client. Ça a été une toute petite partie. C'est simplement pour un moment me démarquer, j'ai dit franchement, on va là où personne veut aller, parce que c'est galère techniquement, parce que c'est pas passionnant. Des fois, on a été traité comme de la merde, on jouait 3-4 heures dans des trucs qu'on nous écoutait. Mais même plus, une fois, on a fait en temps de jeu effectif, pas de présence, 7 heures. Putain. C'est énorme, je le ferai plus jamais. Tu vois. C'est un raid World of Warcraft, ton truc. On finissait à rincer à 6h du mat, à remballer le matériel pendant que le soleil se lève. Tu vois. C'est n'importe quoi. Okay. Mais c'est un peu la manutention du job, quoi, ce truc-là. Okay. Mais du coup, on avait des clients réguliers, on pouvait vivre de la musique rapidement. Moi, assez vite, j'ai dit à mes musiciens, ça va être chiant, mais je vous garantis 2 choses. Pas 15 000 répètes, parce que quand t'es musicien, c'est l'angoisse de passer ta vie à faire des répétitions, ou des fois, t'es pas payé, voilà, bref. Pas de répètes. Le répertoire, une fois qu'on l'a, on l'a. Une fois que t'as 7 heures, on te demande 4 heures de répertoire, tu rigoles, tu dis tranquille, tu vois. Pas de répètes et du taf régulier. Ouais, donc on joue régulièrement, donc t'as payé tes musiciens vite, quoi. Ok. Tu chopes ton intermittence vite, si tu veux devenir intermittent, vite. Et du coup, nous, ça nous a permis de développer la boîte. D'accord, et c'est ça qui t'a permis ensuite d'avoir l'apport de cash pour aller monter ton album, etc. Puis au passage, j'ai rencontré des gens hyper intéressants, c'est comme ça que j'ai chopé ma banque, c'est comme ça, tu vois. C'était d'abord un client, ma banque, qui m'ont dit venez. Je dis moi, le jour où je viens, je ramène tout. Compte perso, compte pro, je ramène tout. Par contre, il faut me mettre bien. Et aujourd'hui, ils me suivent vraiment beaucoup parce qu'on a ce lien de confiance depuis des années, tu vois. Ok, ça c'est intéressant parce que moi, moi j'ai pas de banque professionnelle, mais moi ma banque, c'est ma banque. Je m'en suis servi juste pour. Je suis très banque en ligne. Je suis très techno, je suis très banque en ligne, très néobanque, etc. Aujourd'hui, t'as une banque. Ta banque, en fait, c'est vraiment un partenaire maintenant par rapport à... Parce que je parle à quelqu'un. C'est bête, mais j'ai un conseiller qui est le même depuis X années. Et j'ai eu la chance d'avoir des bons mentors sur la gestion des boîtes. Et un truc qu'on m'a le plus rabâché, c'est ton comptable, ton banquier, c'est tes meilleurs potes.
Dans ton business, il faut que tu aies un comptable qui te suit et un banquier qui te suit. Moi, mon banquier aujourd'hui, je vais le voir avec un projet. Encore une fois, j'ai montré patte blanche depuis des années, tu vois. La boîte, j'allais faire du hippopotamus s'il fallait, mais au moins, c'était toujours dans le vert, tu vois. Et puis, du coup, chez eux, je prends des assurances, des crédits. Ils se frottent les mains, je pense, quand ils me voient arriver. Mais d'un autre côté, moi, quand je viens avec un projet, pour te donner un ordre d'idée, une partie des subventions que j'ai eues sur l'album, on peut donner les montants, il y avait 20 000 euros que je toucherais qu'à N+1. D'accord. Donc, il fallait d'abord que j'avance mes 20 000 balles, en plus de mon apport, en plus, pour ensuite les toucher l'année d'après. Je suis allé voir ma banque, au téléphone, je les ai eu les 20 000 euros. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est pas je dis pas ça en mode, c'est un truc de ouf. C'est juste qu'à un moment, quand tu as une relation de confiance avec une banque, pour eux, 20 000 euros, c'est pas le bout du monde. Quand en plus t'expliques, évidemment, j'ai ramené moi après par mail mes papiers disant, je vais l'avoir, la sub, je l'ai déjà en fait, c'est juste que je l'ai que l'année d'après. On a fait une espèce de crédit où je remboursais rien pendant un an, juste des intérêts, mais c'était 1 euro par mois, tu vois, une connerie comme ça. Et dès que la sub, elle est rentrée, je les ai remboursés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans cette relation de confiance où évidemment, je dois quand même montrer des documents, des machins, je dois documenter ma demande, exactement. Mais voilà, j'appelle ma conseillère, moi j'ai une conseillère qui me connaît, comment ça va, machin, bon voilà, le projet on en est là, j'ai besoin d'une avance de 20 000 euros. Ça avec une banque en ligne, t'oublies quoi. Oui, ça c'est vrai, non mais c'est clair, et je le ressens parce que, bon là, parce que moi, depuis 2020, je suis freelance, mais j'ai eu 1 an où j'étais salarié pour une grosse boîte de production de vidéos qui aide les créateurs à se diffuser sur toutes les plateformes et tout, au lieu d'être que sur YouTube ou que sur Facebook, machin. Bref. Et voilà, j'étais dans une équipe et c'était génial. Et ça a duré 1 an et grâce à ça, j'ai pu débloquer un crédit pour avoir mon appartement. Mais sans ça, sans la banque aujourd'hui, juste avec une néobanque, etc., c'était pas possible, quoi, c'est clair. Mais moi aussi, quand j'ai acheté le crédit, c'était parce qu'ils ont pu prendre en compte la boîte, ce qui se fait pas trop. Mais comme j'avais tout chez eux, qui voyaient, tu vois. Pourtant, moi, quand j'ai pris mon crédit de... Et les taux, ça va. Moi, je connais pas, mais c'est des taux... Après, ça fait un moment, moi. Mais à l'époque, j'étais pas dans la meilleure des situations. C'était bien avant Chloé & Clyde et tout. J'étais pas dans la meilleure des situations. Parce que j'étais dans cette optique de... Ça rentre dans la boîte, je prends très peu de salaire, j'investis, j'achète du matériel, tu vois. Direct. Et pourtant, ils ont tout pris en compte. De toute façon, moi, je me dis un truc. J'aime bien... Je pense qu'il faut tout remettre en question. Et on est dans une époque, justement, tu le dis, du dématérialisé, je me dis, si tu es à contre-courant de ça, en général, tu sais, je cherche tout le temps comment me démarquer un peu. Et un truc qui, pour moi, est primordial, c'est le rapport humain. C'est les gens qui feront les choses pour toi. Tant que je peux privilégier ça, même si je parle d'être à contre-courant parce que plusieurs fois, on m'a dit, mais tu perds peut-être un peu. J'ai peut-être plus de frais bancaires, par exemple. Ou je te donne un autre exemple. Le matériel, je préfère aller voir un magasin que je connais, qui a pignon sur rue, qui n'est pas un truc en ligne. Là-dessus, je suis comme toi. Pourquoi ? Parce que on a oublié, je pense, peu facile de le dire comme ça, mais je pense qu'on a oublié que les choses ont un coût. Quand tu n'as pas cher, c'est que quelque part, tu le payes autrement. Soit par la qualité, soit... Les choses ont un coût. Je préfère mettre un peu plus et exiger une qualité de ma banque, de n'importe qui, tu vois. Donc, je préfère à un moment donné me dire, je parle à quelqu'un avec qui je vais qui me connaît, qui connaît mes limites, mais qui connaît aussi mes forces. Tu vois, ma banquière, ça me ferait taper une grosse barre qu'elle voit ce podcast. Qui sait ? Une fois, elle m'a dit que je vais lui envoyer. Tu sais, on fait des newsletters, elle est dedans. Donc, de toute façon, c'est là pour ça. Une fois, elle m'a dit en rigolant, mais je pense qu'il y avait un peu de vrai. Vous devriez donner des cours à ma fille, parce que même en tant que fille de banquière, elle a une moins bonne gestion que vous. Parce que vraiment, moi, il y a un moment, j'étais dans l'optique de tout optimiser, de tout compter. Justement, quand on faisait des crédits, j'allais les avoir. Tu sais, les mensualités à calculer, c'est relou parce que le taux, c'est en fonction de ce qui reste. Il y a toute une galère, elle a des calculettes spéciales et tout. Et moi, j'arrivais, puis je te dis au pif, puis je lui disais, non, mais ça fera 900 par mois. Puis il disait, attendez, moi, j'ai la bonne calculette et tout. Moi, j'étais, j'ai fait les calculs à la maison, ça sera 900 par mois. Donc, ça fera 900 par mois, tu vois. Et ça la faisait triper, tu vois. Mais à un moment, elle connaît ta force. Et c'est aussi qu'à un moment donné, quand tu avances certains arguments, elle sait se dire, OK, par expérience, il a déjà tenu parole sur ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et peut-être que je paye un peu plus cher, mais j'ai un interlocuteur qui me connaît, qui me fait confiance et qui me permet de débloquer des choses que d'autres ne débloqueront pas forcément si facilement. En fait, c'est que des fois, peu importe le taux, peu importe le truc, c'est que tu es à une banque près de réaliser ou pas ton projet, quoi. Tu es à un près de réaliser ton projet ou pas. Et ouais, là, si j'avais pas eu... moi, quand j'ai acheté l'appartement, en plus, on l'a acheté. Bon, là, tu vois, les taux, ils ont grave monté. Enfin, c'est n'importe quoi. J'avais 2 problèmes. Le premier, c'était que je savais que mon CDI allait se terminer parce qu'on était en rupture conventionnelle.
on était en rupture conventionnelle collective. Donc la boîte était en train de licencier, entre guillemets, et elle faisait des tickets pour les volontaires, quoi. Les volontaires qui veulent partir, vous avez tel ticket, machin. Donc j'avais une épée de Damoclès, c'était maintenant ou jamais qu'il fallait trouver l'appart. Plus, j'étais en CDI, je savais qu'après j'allais pas reprendre un CDI avant un moment. Là, je suis freelance. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu me parles par rapport les choses ont un coût, j'en suis de plus en plus conscient. J'en étais moins conscient avant. Je me permettais, je sais pas, par exemple, tu vois, avant, quand j'ai commencé au tout début, vraiment en 2020, il y avait le confinement, je me suis dit, bon, vas-y, je me lance un peu dans le business en ligne, machin. J'ai fait des logos. Et j'étais sur, tu connais 5euros.com? Non. Et en fait, c'est une plateforme où ça a changé, le nom n'est plus comme ça, mais tu vends des services pour 5 euros, quoi. Alors, j'ai vendu des pages légales que je générais sur Shopify, c'était des trucs gratuits, je les vendais 5 euros. J'ai vendu des templates de documents, j'ai vendu des logos. Et en fait, mais tu vois, j'ai bootstrappé. Ça veut dire qu'en fait, j'ai pas attendu d'avoir les compétences. En fait, moi, je voulais juste m'entraîner. Et ça m'est arrivé pendant le confinement. C'est la première activité que j'ai fait, quoi. Pendant le confinement, j'étais sur une chaise de bar, là, tu vois, comme ça. Il n'y avait pas de dossier. J'étais sur l'ordinateur portable éclaté, un Lenovo, et je faisais des logos comme ça. J'avais même pas de souris. Non, c'était n'importe quoi, tu vois. J'ai souffert. Franchement, j'ai souffert. Et en fait, par rapport au temps que je passais, des fois, je facturais entre guillemets, c'est un grand mot, mais j'étais payé 15 balles pour un logo, alors j'avais passé 4 heures dessus, il y avait des retours. Enfin, aujourd'hui, passer 4 heures et toucher 15 balles, pour moi, c'est inconcevable. Bien sûr. Jamais de la vie. Tu vois, aujourd'hui, mon TJM, bon, je peux en parler, je suis plus à 700 euros, 800 euros, ça dépend, par jour, ce qui fait à peu près 100 euros de l'heure. Mais il y a des gens qui trouvent ça cher. Il y a des prospects qui me disent « Ah ouais, non mais là c'est cher, etc. » Parce qu'aujourd'hui, les gens on se rend un peu moins compte de quelle est la quantité de travail que je vais avoir ou quelle est la qualité. La quantité ou la qualité. C'est ça. Et, c'est la qualité. Et avec moi, tu as les deux parce que je travaille très vite et je travaille très bien. Je suis un des experts dans mon domaine. Ça a un coût. Et moi, maintenant, par exemple, tu vois, là, j'ai pris un... Je me fais accompagner, j'ai un coach sportif, tu vois, qui m'accompagne depuis pas très longtemps. Il m'a pas... Enfin, quand je compare avec d'autres coachs qui ont payé beaucoup moins cher, mais il y a beaucoup moins de choses, il y a un moins bon accompagnement. C'est ça. Aujourd'hui, moi, je suis prêt à mettre plus cher pour avoir vraiment des choses... La qualité, quoi. Voilà, de la qualité. Et j'en ai beaucoup plus conscience qu'avant, même quand j'achète un produit. Après, bon, je suis pas un exemple, j'achète beaucoup sur Amazon parce que je suis quelqu'un de très impatient. J'ai besoin de trucs... pas tout de suite, mais ouais, je sais. Long-termiste. Bon, de toute façon... les meilleures choses prennent du temps. Dans la vie, les meilleures choses prennent du temps. C'est bien le temps. Puis si tu plantes plein de graines comme ça, tac, 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 et que tu attends plein de trucs, après, la récolte, c'est tout le temps. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et je te dis, je change. Je suis en train d'apprendre, je change par rapport à ça. Après, je juge pas, tu vois. C'est juste que moi, j'ai toujours été très long-termiste. J'aime bien... Et j'aime bien que ça prenne... Enfin, ça me dérange pas que ça prenne du temps. Et ce que tu dis, c'est d'autant plus vrai qu'on a l'impression qu'on... des fois, parce que là, des gens pourraient nous dire... tu vois, j'essaie de me mettre du regard extérieur du gars qui n'a pas trop d'oseille ou qui galère et qui dit « Moi, j'ai pas les moyens d'acheter la qualité, machin. » Mais moi, je pense que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment le cercle vicieux. Si tu prends pas si t'es tout le temps dans le truc économique, moins cher, que tu le payes d'autre façon, t'es dans un cycle de renouveau constant. Tu vois, par exemple, de matériel. Et en fait, moi, des fois, je pense qu'il vaut mieux bien axer. En plus, ça nous permet de ne pas acheter à outrance. On en revient au truc écologique, hein, mais tu te dis, OK, ça, il me le faut. Il vaut mieux prendre la qualité, ça va te durer plus longtemps, tu feras plus de choses avec, donc tu iras plus loin, donc tu généreras plus. Et c'est un cercle vertueux qui s'installe quand c'est comme ça. Je suis d'accord avec toi. Donc, moi quand j'ai le choix aujourd'hui entre un truc, on me dit, voilà, c'est ça qu'il te faut, c'est trop bien, et un truc un peu ou sous-marque, mais machin, je me dis, soit j'ai moyen de prendre le bon, soit je préfère attendre d'avoir les moyens d'avoir le bon, mais je prends plus les options intermédiaires. C'est fini. Tu vois, moi, j'ai un ami, lui, il achète du prix, même dans les vêtements. Il achète toujours du prix, du Primark, tu vois. Enfin, voilà, je sais pas si on peut citer les marques, mais en fait, il achète du... C'est ton podcast, tu me dis. Je verrai si on a des problèmes, on coupera. Mais voilà, il achète vraiment dans des marques très génériques. Il va acheter des t-shirts à 2 euros, 3 euros, machin, des trucs comme ça.
Mais il en rachète tout le temps. Mais il en rachète tout le temps. Et il le dit lui-même, en fait, et c'est dingue. Mais bon, la dernière fois qu'on a parlé de ça, c'était il y a peut-être 3 ans. Il a dit, ouais, non, moi, j'achète du jetable, machin. Et en fait, après, je vais pas le juger parce que, encore une fois, c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il a un peu changé. Moi, par contre, ayant travaillé peut-être dans le textile, pendant longtemps, j'étais vendeur dans des grandes enseignes de luxe, de retail, enfin, de prêt-à-porter. Je vois un petit peu la qualité derrière le prix et la qualité, malheureusement, dans certaines boutiques où j'ai travaillé, c'est pas très cher, mais la qualité n'est pas au rendez-vous. En fait. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai jamais été trop client des endroits où je travaillais. Je préférais plutôt aller sur justement des blogs où il y avait de l'éducation, comme par exemple Bonne Gueule, peut-être tu connais. C'est un super blog qui parlait d'éducation vestimentaire masculine, où il te dénichait en fait justement des pièces dans certaines boutiques, pas avec des grandes enseignes, machin, écran, pub, machin, non, mais voilà, issu de fabrication au Portugal, où là-bas ça fabrique des bons vêtements, par exemple. Il y a une marque Commune de Paris qui fabrique au Portugal. Voilà, que ça reste quand même... Bon, c'est pas made in France, mais ça reste Europe, et ça reste surtout de la qualité. C'est-à-dire que les chaussures, déjà, j'ai jamais mis moins de 300 € dans une bonne paire de chaussures, parce que les chaussures, pour moi, c'est un truc que tu dois pas changer tout le temps, tu vois. Alors que je sais que pour certaines personnes... c'est le jetable, quoi. Voilà, mais pourtant, je précise que quand j'achetais des chaussures à 300 €, j'avais pas du tout les moyens, comme aujourd'hui, où je peux un peu me permettre d'avoir, entre guillemets, du choix, et j'en suis totalement conscient. Mais déjà, à ce moment-là, en fait, je voulais pas acheter une paire de chaussures pour la garder 1 an. J'ai un manteau là qui date de, je crois que j'ai un caban, je l'ai depuis 8 ans. Je l'ai acheté 800 balles, tu vois. C'est ça. Et alors qu'un caban, ça coûte 150 balles de toute façon, on va revenir, moi je pense à ça. Comme je te disais tout à l'heure, comme on est limité dans les ressources, dans tout, il y a un moment, on va revenir à tu prends de la qualité qui dure. C'est ça. Quitte à devoir y mettre. J'ai envie de parler un peu de. On avait commencé à en parler vite fait au tout début. Pourquoi, voilà, t'es sur scène. Ah oui. T'es sur scène, tu t'exposes. On peut pas dire que t'as pas de charisme hein, quand t'es là, t'envoies et tout, machin. Cool, je vous invite vraiment à regarder ce que Clyde fait, parce que moi, en tout cas, je suis devenu fan. Hein, franchement, je vais pas mentir. Hein. C'est pas parce que t'es mon pote, hein, mais vraiment. Voilà, c'est marrant parce que quand je t'ai revu, j'ai redécouvert l'ami, l'artiste. Et en fait, je kiffe, tu vois, franchement, voilà. Et qu'est-ce qui te semble contradictoire dans la démarche ? J'étais étonné. Mais pourquoi il n'y a pas plus de vues sur TikTok ? Pourquoi il n'y a pas plus de contenu ? En fait, même pas plus de vues. Pourquoi il n'y a pas plus de contenu ? Je m'attendais à ce que tu aies une chaîne YouTube. Je m'attendais à ce que tu aies... J'ai une chaîne YouTube, mais c'est vrai qu'on la développe pas beaucoup, quoi. Voilà, ouais. C'est ça. Alors, mais pourquoi ? Déjà. Et après, on va... Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'en toute objectivité, et je le dis, on parlait de l'ego tout à l'heure, je ne suis pas doué là-dedans. Alors, Chloé l'est plus que moi, mais quand je vois que notre TikTok qui a le plus marché, c'est un TikTok où en studio, je te donne toute l'info. En studio, il y a un moment, je voulais faire un son lofi, tu vois, le genre de son un peu, on dirait que ça sort d'une vieille radio, machin, guitare. Et je suis allé voir, à l'ICP, t'as vraiment énormément de matos à disposition. Il y a un ampli qui permet de faire ce son-là de guitare et il marchait pas. Donc je suis allé voir le gars qui s'occupait du matos et je lui ai dit, voilà, je veux le Pignos, ça s'appelle, et il marche pas, et comment je peux faire une guitare lofi ? Et il me sort un paquet de clopes. En fait, le paquet de clopes, c'était un ampli, c'est-à-dire qu'il a mis un haut-parleur dedans avec une petite pile, une entrée jack, et le bordel, ça fait un système D, quoi, vraiment. Mais ça marche. Mais ça marche trop bien, ça fait un son de ouf, tu vois. Et moi, j'ai tripé là-dessus, et à l'époque, on faisait du making-of de tout, donc il y a un bout de vidéo où je dis, putain, je vais enregistrer l'album avec ça, tout l'album, tu vois, genre je tripe. Mais c'est une connerie. C'est genre, il y a un paquet de club, en fait, il y a un ampli. Quand t'es derrière, t'essaies de défendre de la musique, du rock français, de l'écologie. Tu dis, il y a un paquet de clubs. Et du coup, c'est ça qui avait le plus de vues. Alors que derrière, tu postes tes processus créatifs, des bouts de tes musiques, de tes clips qu'on s'est galéré à filmer et tout. Quand je vois ça, j'avoue que ça me saoule. Je me dis, non, mais en fait, il faudrait que je fasse que du ça, que du paquet de club, en fait, c'est un ampli, plutôt que de me prendre la tête à faire mes tournages et tout. Donc, il y a le fait que j'ai pas trop envie de jouer de ces codes-là, même s'il faudrait. Je suis pas doué là-dedans.
objectivement, je suis pas doué. La différence entre s'exposer dans les réseaux sociaux et être sur scène, c'est que pour moi, être sur scène, c'est une performance. C'est une performance artistique. Je m'entraîne à jouer de la guitare, je passe vraiment des heures à répéter un mouvement pour que le solo, il passe bien, et je délivre une performance artistique. Les réseaux sociaux, c'est pas de la performance, tu t'exposes toi, en fait. Tu montres toi, ou ta vie, ou ton quotidien. Le quotidien, c'est quoi d'être en studio. Alors, j'entends que ça en intéresse certains. Mais bien sûr. J'entends, mais tu t'exposes toi, où il y a un côté un peu voyeur, quoi. C'est du voyeurisme, tu vois. Je rêverais de voir les coulisses de Drake et tout, tu vois, de sa vie, enfin, pas non plus sa vie, je sais pas, quand il est aux toilettes ou je sais pas quoi, mais sa vie, c'est-à-dire ses échecs, ses peurs. C'est ça que les gens aiment, on veut voir, en fait. Parce que, effectivement, tu le dis toi-même, quand t'es sur scène, t'es parfait. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'es pas parfait, c'est ça qui est bien. Mais moi, c'est l'instant, t'es excessif peut-être. Ouais, mais déjà les gens, on part avec un biais, c'est qu'on a payé ou alors on s'est déplacé, on a eu l'intention de. Bien donc sûr. Dans tous les cas, même si c'est éclaté entre guillemets, on va quand même se dire non mais c'est top, tu vois. Ouais, ça change ça. Les gens sont de plus en plus exigeants. Ah ouais. Ouais. Même quand c'est gratuit. Ouais. Pas bon. Surtout quand c'est gratuit, tu veux dire. Mais justement, mais tu vois, et en fait, c'est que tu touches pas le même public. Parce non, que moi, c'est mon avis. Et puis, on en a déjà parlé, mais là, j'en profite pendant le podcast. C'est que le type de contenu, là, par exemple, qui a fait beaucoup de vues, c'est parce qu'en fait, et je le sais parce que moi aussi, je suis d'accord avec toi. Moi, quand je fais du contenu, par exemple, très technique, regardez, je fais des scénarios de ouf. Ça intéresse 3 personnes et demie. Voilà, ça intéresse pas autant de personnes. Pourquoi? Parce que les gens que ça intéresse, c'est les gens qui ont envie d'apprendre à faire comme moi. Mais c'est ça. Mais la majorité veulent de l'entertainment. Mais la majorité ne veut pas apprendre à faire comme moi. Ils s'intéressent à moi, mais ils veulent pas non plus être moi, j'ai plutôt l'impression... Lilian, le maker, machin. Les mecs, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt... ça, c'est comme un muscle. Plus tu le fais, plus tu l'entraînes, plus il se développe. Les gens, ils n'entraînent pas leur muscle d'apprentissage. Je pense qu'à la base, l'être humain, il est fait pour aimer apprendre, recevoir de l'information. Par contre, on entraîne le muscle de l'entertainment. Ce qu'on veut, c'est être diverti. Bah bien sûr, mais tu vas sur TikTok pour ça. Donc, tu mets du contenu qui explique comment faire quand machin. Les gens, ils veulent pas ça. Ils veulent de l'entertainment. Sauf que moi, je veux bien faire de l'entertainment. Bon, dans une certaine mesure et un certain type d'entertainment. Pour moi, faire de la scène, c'est de l'entertainment. Tourner un clip, c'est de l'entertainment. Mais devoir faire making-of paquet de club, à un moment, ça me lourde. Là, t'es parti sur un... C'est vrai que là, tu prends un extrême et l'autre. Mais c'est ma vidéo qui fait le plus de vues. Toutes les vidéos qui ont fait le plus de vues, c'est des trucs comme ça. Ou alors, on est en coulisses et ça t'apprends rien. T'apprends rien. C'est juste Emma qui est tout le temps... C'est notre et t'as pas une chaîne d'éducation musicale non plus, tu vois ce que je veux dire? Non, mais t'as Emma qui est notre habilleuse scène, qui est tout le temps avec nous. Elle filme tout le temps. Ouais. Et une fois, elle filme, alors vous êtes stressé et tout ça, et du coup t'as des musiciens qui disent oui, et moi je dis un truc genre je suis Brooke dans One Piece, tu vois, et je fais oh, j'espère que ce groupe fera de vieux os, tu vois. Non, mais bon, ça marche, tu vois. Oui, moi ça me fait péter les mains. Sur le coup, c'était drôle, c'était un moment entre nous et tout, et je comprends que ça puisse être un peu marrant, tu vois. Mais quand je vois que c'est que ça, et que du coup pour que ma chaîne se développe, il faudrait que je poste dans un premier temps que ça me lourde. Non, pas besoin. Moi, je pense pas. En fait, je pense que là, t'as un biais toi-même. Parce que déjà, c'est pas toi qui choisis ce que tu veux. En fait, tu vois, comme tu le dis, c'est Emma, c'est... Bon, elle est là, elle fait ce qu'elle peut, tu vois. Elle essaie de participer au concert. Non, c'est moi qui décide de mettre ce bout là, par contre. C'est du making-of qu'elle a filmé elle, quoi, si tu veux. Ouais, mais si par exemple, tu vois les choses plutôt... Regarde, par exemple, je vais prendre mon exemple. Ouais. Moi aussi, ça me saoule que je vois les posts LinkedIn qui marchent le mieux. Des fois, c'est des posts qui font 3 lignes, mais juste, il y a une belle photo, il y a une punchline, un truc comme ça, tu vois. Et en fait, dans la stratégie de contenu, on appelle ça la stratégie tofu, mofu, bofu. C'est-à-dire, en fait, tu as du contenu qui va toucher vraiment tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, tofu, top of funnel. Okay. Après, tu as middle funnel. Et en fait, plus tu vas bas dans la technique, etc., plus, en fait, c'est pour générer du lead, des clients. Je comprends. Tu vois le truc. Tout à l'heure, on parlait de prix à payer. Ouais. Ton échelon du bal, pour moi, le prix à payer est beaucoup trop élevé. Parce que je fais le jeu des réseaux sociaux avec mon tofu. C'est-à-dire que je crée du contenu, parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a un impact à créer du contenu. On a l'impression que c'est dématérialisé, que ça n'a pas d'incidence. On crée énormément de contenu poubelle, qu'on pourrait, franchement, tu supprimes ça de la surface de la Terre, ça ne changera pas grand-chose. Et encore une fois, tu le fais à un prix... On en a déjà parlé de ça, donc je mais là, trucs, mais voilà, c'est ça. On en a déjà parlé, mais moi, je t'avais dit, quand j'ai commencé à écrire cet album-là, en tout cas celui-là, où vraiment, il a fallu que je me questionne sur où on est et où on va en tant qu'espèce, un peu ce truc de l'effet papillon, tu vois, quel impact ont eu nos actions et auront nos actions dans le futur. Le premier truc que j'ai eu besoin de faire, c'est de me couper des réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, tu produis, tu es ce que tu nourris en toi-même, tu vois.
Et si tu scrolles et que tu fais du entertainment et que toi-même tu crées du tofu, parce que c'est ça que tu dois faire en majorité, on est d'accord. Tu peux pas faire en majorité ton échelon 3 là et un tout petit peu de tofu. Tu peux pas faire ça. Ce qu'on est en train de faire là, c'est du tofu. Et pourtant, regarde, ça c'est intéressant. Je sais pas. Pour moi, j'ai l'impression de dire des trucs en tout cas. Ah non, mais là, ce qu'on est en train de faire, est-ce que, par exemple, là, ce que tu dis, ça potentiellement, ça peut. En fait, pour toi, ça peut être un. En tout cas, pour moi, là, ce qu'on est en train de faire sur mes réseaux, c'est du tofu. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, là, l'idée de ce podcast, c'est de faire de la promo, que les gens s'intéressent à moi, ce que je fais, à mon invité. Mais en fait, le client lambda, le prospect lambda qui arrive, qui regarde ce podcast, là, t'as vu, on n'a pas du tout parlé de ce que je fais, moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est du tofu. Donc, c'est pas. Là, mais ça va attirer des personnes. Oui, parce que tu le vois comme ça. Moi, j'allais dire non dans le sens où, si je peux isoler des bouts où je parle, évidemment, c'est un peu mégalo, mais c'est de mes convictions à moi, forcément. Où je vais isoler des bouts de conviction où, moi, j'ai la sensation que, justement, ce format-là nous permet d'aller en profondeur sur les choses. Mais si, bien sûr. Et quand je dis il faut s'intéresser il faut s'approprier les questions écologiques d'un point de vue aussi systémique et du sens commun, etc. J'ai l'impression que c'est pas du tout entertainment. De mon point de vue, c'est-à-dire en fait pour le personnage, pour moi, Lilian. Par contre, mais moi, comme Clyde, là effectivement, on est carrément, et ça mais c'est pour ça que je fais ça, c'est parce que moi je ne veux pas me mettre en avant. Moi, ça y est, moi je fais des vidéos, moi je m'en fous, tu vois, j'ai tout le temps de me mettre en avant. Mais par contre, ce que toi tu fais là, tu vois, il y a une double stratégie un peu. De mon côté, moi c'est du tofu pour moi, pour toi c'est du mofu bofu, parce qu'on est clairement dans ce que tu fais, pourquoi tu le fais, où est-ce qu'on te trouve, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Si on avait dû parler pendant 1 heure de choses un peu futiles, je pense que je t'aurais dit, écoute, je suis pas le bon client pour ça, tu vois. Donc j'ai l'impression que après, tu vois, un peu naïvement, peut-être je suis peut-être un peu trop idéaliste, mais je me suis dit, tiens, il a envie d'être porteur de certains messages aussi. Bien sûr. Je savais pas que c'était juste pour te faire la promotion sur mon dos et que. J'espère qu'on va. C'est un échange de bons procédés. Mais ce que je veux dire. Mais non, mais blague à part, je pensais vraiment que tu avais envie de te dire, je vais prendre des gens. Alors, je parle pas de moi en disant ça, je parle de l'idée de ton podcast, mais je vais prendre des gens inspirants pour essayer de mettre en avant des valeurs, des choses. Bien sûr, mais il y a de ça aussi. Donc ça, c'est deep, tu vois, c'est profond, c'est bien. Non, en fait, alors attends, excuse-moi, mais pour moi, le tofu, mofu, on n'a peut-être pas la même définition. Moi, quand je dis le bas du funnel, c'est vraiment le message qui va se redresser à des prospects, des clients potentiels. Okay. L'idée de ce podcast, c'est pas, justement... C'est pas de faire de la prospection ou quoi, justement. Enfin, mais tout n'est pas business, quoi, tu vois. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que je fais c'est pour ça. Donc pour moi, ça, c'est du contenu, genre, c'est bien d'avoir cette discussion-là. Ouais, voilà. Même si on discute trop. Mais par rapport à toi, mais par rapport à toi, en fait, le truc, c'est que là où je voulais t'emmener, c'est que tu as, et on en a déjà parlé, c'est vrai, mais je pense que tu as fait un album. Voilà, c'est ça. Ça sert à quoi de faire un album s'il n'y a que 2 personnes qui le voient ? Je suis d'accord. C'est ça que je veux dire. Je suis d'accord. Mais tu sais que je suis un long-termiste. Un projet, c'est 3 ans. Donc, et je pense aussi que les réseaux sociaux ne sont pas le seul biais. Mais je vais m'y mettre. Et le truc que je voulais dire, c'est que tu n'es pas obligé de faire... Mais tu as pris 2 extrêmes. Par exemple, sur TikTok, si on reprend ta vidéo, oui, tu as une vidéo où tu as fait un peu le guignol, ça n'apporte aucune valeur, etc. Et tu as une vidéo où tu fais... justement, tu te montes sur scène, etc. T'as donc la technique pure, le personnage, le Clyde vraiment sur scène, machin, en pleine prestation, voilà, etc. Et d'un côté, t'as le Clyde ultra normal, quoi, etc. Ouais. Et d'un côté, t'as plein de vues, d'un autre côté, t'as un peu moins de vues. Et donc toi, tu te dis, en fait, l'objectif, c'est d'avoir plein de vues, donc je dois faire ça. Mais en fait, moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que non, en fait, il ne faut pas faire ça pour avoir plein de vues. Le but, c'est pas d'avoir plein de vues. Le but, c'est de faire quelque chose qui, à la fois, toi, tu aimes faire sur les réseaux. Moi, quand je fais du tofu sur les réseaux, je fais quand même ce que j'aime. Quand je lâche des punchlines avec des photos, en fait, je fais pas ça pour en mode « Ah, je vais faire plein de vues », parce qu'en fait, ça me traverse, c'est spontané. Je dis « Vas-y, tiens, j'ai envie d'en lâcher une comme ça ». Et en fait, je pense que, à mon avis... Il y a un format idéal, il faut juste... Je pense que c'est un curseur à placer, c'est ça, il y a un curseur à trouver. Après, tu vois, il y a aussi le fait que, pour toi, c'est paradoxal, et pour moi, au contraire, ça explique.
j'ai un métier d'exposition. Alors, quand je fais des interviews, quand je suis sur scène, quand je prends des positions et tout ça. Et du coup, j'ai jamais, mais vraiment jamais eu le besoin, mais même ado et tout, de les débuts de Facebook, je postais déjà au début. De toute façon, je n'étais pas inscrit au début. Puis quand j'ai fini par m'inscrire, je postais rien. Si on remonte encore plus loin, à l'époque des MSN, j'étais pas du genre à raconter ma vie dans les pseudos. On mettait tous des trucs. Avec des emojis. C'est même pas des emojis, l'ancêtre de l'emoji. Ouais, c'est ça. Et tout. Ouais, et tu mettais des citations et des trucs. Moi, j'étais pas du genre. J'ai jamais été trop du genre à Skyblog MSN. J'ai jamais eu de Skyblog, tu vois. Ouais. J'ai jamais eu besoin de mettre ça, c'est mes potes, ça, c'est ma vie. Ça, c'est... En fait, j'avais déjà un exutoire à ce niveau-là. C'était, j'ai fait de la scène assez tôt, et donc j'avais déjà moi ce truc-là, tu vois. Donc, j'ai pas ce besoin. Moi, j'ai pas ce truc de dire tiens, si j'ai une bonne punchline, je vais me dire tiens, je vais sortir ça entre tel et tel morceau sur scène. Demain, j'ai concert. Ou j'ai pas ce truc réflexe de tiens, je vais le mettre sur les réseaux, quoi. Tu vois. Ouais, mais tu vois, comme je te disais tout à l'heure, le fait d'être rentré vraiment dans ta musique, etc. Moi. Ça a eu un impact. Là, maintenant, ça a généré un truc. Donc, en fait, cet impact-là, tu pourrais l'avoir si tu arrives justement à toucher plus de monde. Parce qu'au début, les gens, oui, ils vont dire ah, tiens, il est marrant, lui. Ou ah, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit. Puis après, ils vont dire ah, c'est un artiste. Ah, il a fait un album. Il parle d'écologie. Après, il y a peut-être le problème aussi d'avoir un point de vue, peut-être que je donne une part trop grande à l'artiste. Et c'est vrai que j'ai quand même un peu ce goût des univers, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, moi, je t'en parlais au tout début, là, mais Gorillaz, quand c'est sorti, je trouvais ça extraordinaire. Tu sais pas qui est derrière, on s'en doutait un peu, tu vois, mais au début c'était genre qui est Gorillaz, et t'as tout un univers. Quand ils avaient sorti l'album, leur deuxième album Demon Days, le site, tu pouvais te balader, c'était fait en Flash à l'époque, et moi tu te rappelles comment je kiffais Flash, tu vois. Il me semble que le site était en Flash, tu pouvais te balader dans la maison des membres du groupe fictif, du coup. Gorillaz, je sais pas si tu vois, mais c'est un faux groupe, c'est fait par un mec qui fait de la BD. Et du coup, tu peux te balader, aller dans la chambre du bassiste et voir c'était quoi ses délires. Lui, il était glauque. C'était trop bien, tu vois. Et le fait que t'aies pas d'infos sur qui est le mec, qu'il n'y ait pas de coulisses, il n'y ait pas de backstage, et par contre, toutes les apparitions de Gorillaz, live, clip, promotionnel, c'était dans leur univers. Moi, ça me fait kiffer. Je me dis, putain, je rentre dans un univers qui, en plus, n'est pas juste un univers, il me raconte quelque chose. Nous, dans Chloé & Clyde, on essaie vraiment, on s'est mis dans un délire cyberpunk, Blade Runner, pour le déconstruire. Et si je suis trop dans le réel, non seulement je peux pas déconstruire un univers parce que du coup la frontière elle est nette, il y a le fictif et le pas fictif, alors que si tu brouilles la frontière, tu peux t'amuser à déconstruire comme ça, tu sais jamais quand t'es dans le vrai, quand t'es dans le faux. Et de toute façon, je déconstruis quoi ? Puisqu'à un moment donné, je fais le jeu des excès que je dénonce en déconstruisant un univers ultra connecté. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que j'essaie tout le temps de garder une ambiguïté. Alors c'est peut-être une démarche trop artistique, peut-être. Je vais peut-être trop loin. C'est un artiste avant tout. C'est ça mon problème. C'est que j'ai envie, moi, de me dire, j'ai envie de créer de l'artistique avant tout. Quitte à sacrifier de la promotion, ou du business, ou de l'argent. Mais c'est peut-être un temps. Mais c'est pour ça que c'est bien aussi de travailler en équipe. Je pense que c'est bien que demain, plus on avance, plus on travaille avec des gens aussi qui nous disent, tu vois, ça peut être l'attaché de presse, la boîte de com avec qui on travaille, qui remettent un petit peu de temps en temps aussi les curseurs vers la promo et les réseaux sociaux, tu vois. C'est ça le travail en équipe aussi. Après, non, mais c'est compliqué parce que les réseaux... Soit, en fait, tu vas beaucoup t'investir. Moi, je connais des personnes qui s'investissent beaucoup dans les réseaux. C'est chronophage de ouf. Pas de résultats. Tu passes ta vie, quoi. C'est ça. Et soit, au contraire, tu vas t'investir très peu, tu vas avoir beaucoup de résultats. Je pense que c'est une quête, en fait, et il faut trouver... En fait, moi, mon avis sur les réseaux, c'est que le plus important, c'est de rester vraiment soi-même, de ne pas avoir un personnage... Mais d'expérience, tu sais qu'on est obligé de mettre en avant un bout. Tu peux pas rester... Tu peux pas être qui tu es, toi, tu vois. Dans cet échange qu'on a, toi et moi, on n'est pas pleinement nous-mêmes. On coupe les caméras déjà inconsciemment, mais il va se passer quelque chose. Et on discute. Peut-être que la conversation dévierait sur d'autres choses. Peut-être que, par exemple, on a tout le temps dans un fond de notre tête de dire maintenons la conversation dans quelque chose de pertinent ou qu'on a envie d'être entendu. Audible, visible. Exactement. Sûr, donc, moi, d'expérience, je te le dis, on est tout le temps... De toute façon, on est des êtres de représentation. Tu as une caméra devant toi ou quelqu'un, tu peux pas être toi-même. C'est pas possible. Le regard qui est porté sur toi, déjà, je pense qu'il influe. C'est impossible de se libérer complètement. On est trop des créatures sociales pour ça. Donc, dans les réseaux sociaux, tu vas le faire aussi. Et puis, tu vas avoir en fond un côté... Sois honnête, tu postes un truc... Tu vas favoriser le truc où tu dis putain, ça a plus de chances. Il y a moyen. Exactement. Ouais, c'est vrai. Au détriment de ton honnêteté vis-à-vis de toi-même. Inévitablement. Non, mais c'est vrai, quand tu fais je veux pas trahir ça, voilà. C'est mon côté punk. Mais bon, ça viendra. Je pense que
Ouais, je vais déplacer les curseurs, t'as raison. Voilà, il y a un curseur. Après, je dis pas que t'as tort ou raison, mais je dis que c'est dommage. Voilà, oui, je comprends. Et d'ailleurs, c'est pour ça que actuellement, je m'entoure de gens qui placent les curseurs un peu à ma place. Comme ça, moi, je peux rester qui je suis, faire mon faux rebelle des réseaux sociaux et être quand même présent dessus, quoi. Alors, justement, en termes d'outils, tu travailles avec quel outil, toi, au quotidien? Je sais que t'as... Faut que je fasse la promotion de Notion, parce que j'ai un pote qui m'a recommandé ça. Ouais, ça doit être un bon pote, alors, franchement. Ça va, franchement, il est génial, ouais. Il est très pertinent dans ses termes de... Avant, c'était comment? Enfin, tu vois, bon, là, je t'en ai parlé encore, on n'a pas fait un gros travail, machin, mais... Ouais. C'est lui qui m'a affilé à Notion. En tout cas, vous n'ayez pas percuté la blague. Le no-code, par exemple, avant, enfin la tech, les outils, c'était comment on fait pour maintenir tout ça à flot, que ça soit plus ou moins organisé, qu'on perde pas trop de temps, voilà, comment tu... Moi, pendant longtemps, la réponse, elle est assez simple, c'est que pendant longtemps, j'ai lâché, quoi. C'est-à-dire que moi, il y a un moment donné où j'étais à la feuille et au stylo, quoi. Mais c'est efficace. Surtout que c'est efficace. C'est-à-dire même sur la boîte et tout. Après, les outils, ça va être... Moi, j'ai beaucoup fonctionné... Tu peux lâcher des outils genre Excel et tout, on va pas... Ah ouais, non, mais je sais. Non, mais c'est carrément ça, mais j'essaie de schématiser. C'est encore une fois, j'allais vers ce qui me permettait de faire sans avoir à apprendre mon but. Si mon but, c'était de mettre en commun une liste et qu'un Google Doc faisait le taf, je creusais pas plus loin, je faisais un Google Doc. Efficace. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours eu ce rapport à la tech. Et tant que ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire, c'est vrai que j'ai plus, j'ai plus cette curiosité de me dire, attends, il existe peut-être des nouveaux outils. Attends, comment on fait? Je vais me taper une petite vidéo et tout. Sauf quand d'un coup, ça devient hyper pertinent. Tu m'as dit Notion, tu m'as dit, mais attends, mec, tu vas faire ça, tu m'as fait une liste du truc. Ouais, là, je me suis tapé, tu sais comment je suis. La nuit, là, la première nuit où tu m'as parlé de ça, je me suis tapé des vidéos en disant, putain, on peut faire ça et tout. Ah ouais, ça me facilitait la vie, ça va. Donc, ouais, mais je suis plus forcément en recherche, ouais. Par contre, t'es preneur de conseils. Complètement, tout le temps. Okay. Ouais. Après, en même temps, je dois tellement apprendre de soft lié à mon domaine. Je te donne un exemple tout bête. À la sortie de l'album, il a fallu faire la scène. Et il y a des mecs qui utilisent Ableton Live donc pour les concerts, mais j'ai des mecs qui sont spécialisés là-dedans. Leur taf, c'est Ableton Live, tu vois. Parce que tu peux faire tellement de trucs, mais il faut maîtriser, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, comme d'hab, quoi, c'est l'histoire de ma vie. À 2 semaines de la résidence, donc la résidence, c'est quand tu vas dans une salle de spectacle te mettre en conditions réelles pour tester tout. À 2 semaines, j'ai dit, vas-y, sur Ableton, je vais m'acheter des barres LED, piloter et tout, mais je savais pas le faire, je connaissais pas Ableton Live. Hein. 2 semaines, quoi. Et après, j'ai dit, vas-y, du coup, c'est ça qui va gérer l'envoi des pistes, parce que du coup, il y a des bouts qui sont... il y a des pistes qui sont préenregistrées, certains claviers qu'on joue pas sur scène, c'est qui sont envoyés, ou je sais pas, des voix vocodées, des effets qui s'activent à tel moment de la musique et tout. Donc à un moment, tu es obligé de timer tout ça, de mettre un métronome, donc tu es obligé de mettre tout le monde au clic, donc tu es obligé de monter des racks qui soient déjà pré-plugués, pré-branchés pour tout le monde. Et ça à 2 semaines. Hein. C'est un truc. Là, tu nous as parlé chinois, à 2 semaines. À 2 semaines, il fallait que je maîtrise cet environnement-là. Et donc je me suis lancé dans Ableton Live avec des formations, avec des formateurs, forcément dans l'entourage professionnel. J'ai eu des coups de fil de mecs qui m'ont dit t'inquiète, je te montre ça. J'ai des potes qui sont venus me montrer tout. Mais à 2 semaines du truc, j'ai dit let's go. Donc ça m'a tellement pris de temps que j'ai pas le temps j'ai plus le temps, la curiosité. D'être curieux sur les trucs. Ouais. J'ai un logiciel de compta que j'utilise, qui est mon logiciel de compta, voilà, qui m'automatise les process de comptabilité. C'est Oxygène, c'est un truc free, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. Voilà, j'utilise Oxygène. Maintenant, j'utilise Notion, des docs partagés, type Google Doc, des trucs comme ça. Ok. Mais je pense que Notion peut remplacer peut-être 80% des outils que tu utilises. Et c'est ça. C'est un des outils no-code un peu c'est sûrement en France le plus utilisé, je pense, tu vois, Notion. Après, par rapport à ce que tu fais, j'ai vu que comme tu fais de la prospection, je pense qu'il y a des outils c'est Akata aussi, genre vous avez MailChimp en mode ouais, c'est plus pour de la newsletter, quoi, tu vois ça. Ah ouais, mais c'était avec ce qu'on a, pour un vrai outil, quoi. Mais complètement. Mais c'est vachement intéressant parce que t'es pas non plus comme je te disais au début, t'es rentré, quand je t'ai connu, t'étais dans la tech. Moi, j'ai pensé vraiment, je me suis dit, tu sais, quand je repensais à toi, nos conversations, des fois, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il devient ? J'ai cru que t'étais devenu genre ingénieur, développeur, un truc comme ça, quoi, tu vois. Je me suis inscrit en BTS. À la base, j'étais parti pour faire des études dans l'informatique. Et en fait, assez vite, je me suis dit, c'est pas moi, quoi. Ouais, toi, c'est marrant parce que moi, j'adore le moyen. J'aime le résultat aussi, mais j'adore le moyen. J'adore me buter sur un truc jusqu'à réussir.
Quand je travaille, en fait, je travaille avec des outils. En fait, je connais pas trop la finalité des scénarios que je fais, mais j'adore résoudre des problèmes. Voilà, c'est ça je sais pas pourquoi, j'aime ça. Et par contre, tout ce qui va être le design, voilà, là, c'est joli, ces trucs, ces machins, tu vois, c'est un peu moins... Et d'ailleurs, dans les outils no-code, tu vois, le premier outil que j'ai commencé un peu à travailler, c'était un outil qui te permettait de faire des sites internet qui s'appelle Webflow, qui permettait de faire des sites. Je me suis très vite parti parce qu'il y a trop de, justement, d'art, tu vois, il faut avoir cette sensibilité graphique, etc. Je suis pas hyper bon. Par contre, je suis devenu... je pense, sans prétention, un des meilleurs dans ce que je fais aujourd'hui, dans Make et Airtable, je t'en avais parlé, c'est des outils qui permettent d'automatiser, de collecter des outils entre eux. Et là, par contre, non, là, j'adore. Parce que là, je travaille que avec des données, c'est logique, ça marche pas, point barre. Et en fait, il faut juste que tu trouves le truc jusqu'à ce que ça marche, quoi, tu vois. C'est des profils nos deux profils sont hyper complémentaires, en vrai. Ouais, moi, mon rêve, ma situation idéale, c'est quand je travaille avec des gens qui maîtrisent leur sujet, qui maîtrisent les moyens techniques. Parce qu'après, justement, moi qui n'aime pas ça, je m'appuie sur eux, je leur fais confiance, je leur dis, voilà, j'ai tel besoin, et lui apporte telle solution. Tu vois. Et je pense que c'est hyper complémentaire. Il faut des gens qui soient un peu la tête dans les nuages et qui aient des idées, et il faut des gens qui aiment mettre en œuvre, quoi, tu vois. Bien sûr, c'est deux créativités différentes. Je n'oppose pas créativité et technique. Pour moi, c'est deux formes de créativité différentes. Trouver des solutions, il faut être en vrai putain de créatif. C'est vrai. Mais c'est pas le même rapport. Ouais, il y en a un qui est garant du résultat, il y en a un qui est garant de la faisabilité, quoi. Et c'est la vraie complémentarité, elle est là. Si t'avais que des mecs comme moi, on stagnerait peut-être, quoi, tu vois. Et est-ce que ça a changé, du coup, là? Est-ce que ta productivité... Elle a changé un petit peu depuis que tu as Notion, ne serait-ce que ça, déjà, tu as commencé à faire des trucs, des dashboards ou En fait, le problème, c'est que il faut un temps d'adaptation à un outil, quoi. Tu vois, quand tu as tes petites habitudes, en vrai, moi, je pense qu'un soft moins bon qu'un autre, mais que tu maîtrises plus, tu vas être plus efficace. Tu vois. Bien sûr. Mais là où c'est plutôt positif, c'est que la transition se fait sans que je perde de temps. Moi, à la base, quand j'ai mes habitudes de ouf, j'ai mes raccourcis sur mon téléphone pour prendre des notes, tu sais, c'est automatique. Ou sur mon PC, où il faut cliquer direct et tout ça. Quand tu me changes de cet environnement-là, comme tout le monde, il y a un temps d'adaptation, quoi, tu vois, où tu es moins efficace pour le devenir plus après, une fois que tu auras maîtrisé le nouvel outil. Là, je peux pas dire que je suis plus efficace, parce qu'il faut encore que je prenne mes marques, mes repères. Des fois, je suis en mode, attends, c'est pas la même logique. Mais au moins, je perds pas de temps. C'est assez... c'est le truc qui est assez intuitif pour que je perde pas de temps. Donc la transition se fait en douceur, on va dire, quoi, tu vois. En plus, ça a été traduit en français. Donc, d'ailleurs, l'équipe qui a traduit, je les connais. Et c'est une petite communauté, le no-code. Et de toute façon, les gens qui regardent ce podcast font sûrement partie de la communauté no-code. Et voilà. Ah ouais, c'est sûr que pour eux, je suis archaïque, quoi. Non, franchement. J'envoie mes mails à la main, tu sais. Non, mais t'en as. En fait, t'as plein de trucs où on est. Par exemple, moi, j'ai pas réussi encore à automatiser la génération des factures parce que comme je suis auto-entrepreneur, j'ai pas non plus envie de payer 50 balles par mois pour un logiciel de facturation, machin. Donc j'ai Shine, tu vois, peut-être tu connais Shine, je sais pas, c'est une banque pour les entrepreneurs, pour les freelances, etc. Ah oui, d'accord. En fait, t'as un truc de gestion avec la banque, quoi. Ouais, voilà, t'as banque, facture, devis, tout intégré. Je vois. Mais je peux pas automatiser parce qu'ils n'ont pas d'API. Donc, je peux pas, moi, connecter un autre outil à Shine et dire, tiens, à tel événement, ça marche pas. Il n'y a pas de porte, quoi. Et pourtant, tu es en mode... T'as une gestion de boîte classique, quoi, c'est ça? TVA, mais tu veux pas de salaire, de trucs comme ça? Non, ça va, tu vois, c'est quand même assez limité, quoi. Moi, j'ai pas de salarié. Mais t'as peut-être pas beaucoup de lignes comptables, quoi. C'est genre, tu factures ton client et il y a peu de sorties. Toi, finalement, ce que tu factures, il n'y a pas de sortie après, il n'y a pas de dépenses. Non, parce qu'en fait, en gros, si tu veux, quand tu es en micro-entreprise, auto-entrepreneur, en fait, ton salaire, ton argent perso, c'est un peu l'argent que tu gagnes aussi, quoi. Mais t'as pas 25% de charge? Si, en fait, t'as par exemple sur 1000 € que je vais encaisser à un client, 1000 € TTC. Il y a la TVA, donc il y a 20% de TVA, donc 800, et après sur les 800, il y a 24%. Il y a un peu moins de 200 € sur le calcul donc dans votre reste. Oui. Ouais. Bon, disons que je fais une facture 1000 € TTC, et non pas 1000 € hors taxe à laquelle tu fais. Oui, donc il y a moins de 20%, pardon. Oui. Non, il y a 20%, mais ça peut pas. 800 € hors taxe, c'est 800. Ça fait pas 1000 €, 800 € hors taxe, ça fait pas 1000 €. 1000 € TTC, moins.
Ah non, parce que 800 € hors taxe, tu rajoutes 160, 20%. Oui. Ouais, d'accord. Bon, bah non, prenons 1000 € hors taxe. T'as 960 €. Bah, parlons 1000 € hors taxe. 960 TTC, 800 hors taxe. Voilà. Ouais, voilà, si tu veux. Ouais. Les mecs, moi, j'avoue, je me bute avec les chiffres. Ouais. Donc, ça veut dire que... T'as dit combien hors taxe, du coup 860. 800 hors taxe. J'ai pris ton exemple du 800 hors taxe. Sauf que 800 hors taxe, ça fait pas 1000 TTC. Ouais, ça fait... ça fait 960. 20%, donc, oui. donc 8 fois 2, 100. Ouais. Voilà. Donc 16, 160. 160. 800 et 160, 960. Ouais, mais on va parler hors taxe, de toute façon. 800 € hors taxe. Là-dessus, Okay. tu vas payer 24% de cotisation. Ouais, c'est ça. Et après, bah, soit t'as le prélèvement libératoire, soit tu l'as pas. Moi, l'année prochaine, je l'aurai plus. Parce que l'année N-2, il fallait toucher moins de 26 000 €, je crois. Et donc, du coup, je ne paye pas d'impôt sur les revenus. L'année prochaine, je paierai en plus les impôts sur le revenu. Ouais. Donc, c'est assez simple. Et la TVA, c'est une fois par an. Moi, j'ai fait en sorte que ça soit une fois par an. Oui, tu peux choisir. Ah ouais, bien sûr. Comme ça, tu fais le truc une fois par an. Par contre, bien sûr. Il faut garder le cash. Oui. Mais par contre, ça, j'ai des outils pour ça, pour mesurer. Tiens, là, tu dois tant de TVA, tu dois tant de... Voilà. Okay. Quels sont les... Alors, qu'est-ce qui se passe sur quoi tu es en ce moment? Sur quel projet tu es? Qu'est-ce qu'il y a des projets futurs? Chloé & Clyde à mort. Chloé & Clyde. Ah ouais, à 1000%. On tourne déjà, on fait des concerts. Ouais. En parallèle, donc on a... si je résume tout, je recommence. On fait nos concerts, on fait nos tables rondes d'avant-concert, c'est-à-dire échange avec les gens sur les mutations liées au métier de la musique face aux défis écologiques. C'est passionnant. Chacun vient avec ses réflexions, il leur sort plein de trucs qu'on a envie d'appliquer. On n'a pas envie que ce soit que de la discussion, tu vois, on veut que ça devienne concret. Ok. On va sortir un nouveau clip, donc on va faire une campagne de com parce qu'on aimerait un clip participatif. Ok, ouais. Sur le titre Renaître ou disparaître. L'idée, c'est que là, le dernier clip qu'on a fait, c'est Piratage. On a montré un peu les conséquences de nos excès, notamment de la société de consommation. Vraiment à le regarder, parce que vraiment, il est ouf. Il y en a qui disent que c'est dur. Moi, je peux t'assurer que j'ai sélectionné les bouts les moins hard, en vrai. C'est dur, mais ça dépend de où est ton curseur. C'est ça, exactement. Pour certains, j'ai peut-être pas montré assez. Moi, j'ai voulu un truc, j'ai pas voulu du voyeurisme, donc j'ai pas voulu faire du trash pour du trash. Par contre, j'ai voulu montrer une réalité crue, quoi. Et Renaître ou disparaître, c'est le pendant. J'ai envie de faire appel aux assos, aux gens, parce qu'il n'y a pas que des assos, aux sociétés. Vraiment, il ne faut pas avoir d'a priori sur qui le fait, de gens qui ont constaté un dysfonctionnement de notre société et qui cherchent à en apporter des solutions. Tu vois, ça peut être un mec qui va nettoyer le terrain à côté de chez lui, ça peut être quelqu'un qui privilégie le vélo, ça peut être quelqu'un qui cherche des solutions concrètes à les questions d'énergie, de ressources, voilà. Okay. Et donc, du coup, parce que le morceau raconte, donc Renaître ou disparaître, où on se réinvente, où on disparaît. On a envie de montrer les deux pendants dans ce clip, donc on fait ça. C'est un peu tôt pour en parler, mais bon, ça me fait plaisir de le dire dans ton podcast. Allez. On travaille sur des nouveaux titres, donc on va passer bientôt en studio pour enregistrer la suite. Moi, j'ai encore plein d'idées, donc on a envie de passer s'il y a du feedback à donner, avec plaisir, je te ferai écouter les maquettes. Ouais. Avec plaisir. Et du coup, on va enregistrer des nouveaux titres, et voilà, c'est Chloé & Clyde à 1000%, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Et ok, super. Voilà, j'avais pas d'autres questions, en tout cas, j'avais pas d'autres sujets. Il y a un sujet que tu voudrais parler, il y a quelque chose que tu voudrais dire qu'on n'a pas abordé, Voilà. Écoute, je trouve qu'on a... On a fait un beau tour d'horizon. Le truc, là. Ouais. J'ai l'impression d'être un peu schizo aussi, au début artiste, après mais c'est exactement parler, ça. Oseille et société. Mais... la réalité du métier. On a... Il y a peut-être un truc où je voulais parler, mais bon, c'était un peu tes passions, si t'as... Je sais pas, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Est-ce que tu as des trucs comme ça? Ouais, à mort. C'est tout le paradoxe, c'est pour ça que je m'inclus dans les problèmes et pas dans les solutions. C'est que je fais la morale sur l'énergie, les ressources, les machins, mais ouais, je kiffe les jeux vidéo. Tu vois, parce que moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, en fait, les jeux vidéo, pour moi, les mangas, c'est mes deux passions, les jeux vidéo et les mangas. Okay. C'est essentiel parce que sinon, je sais pas si toi ça te fait ça, j'ai toujours une voix dans la tête, tu vois, ça tourne. C'est vraiment la coupure, le loisir. Si je joue pas, si je lis pas, c'est pas possible, quoi. Ouais. Même quand. Pareil. C'est vraiment, c'est le moment où tu te retrouves un peu et puis tu fais taire les questionnements de productivité. On peut pas être que productif.
En fait, moi, des fois, j'ai besoin de me nourrir artistiquement. J'ai besoin d'être un légume, tu vois. Moi, j'ai besoin de me charger d'émotions. J'aime les jeux vidéo auxquels je plus jouer maintenant, c'est plutôt les trucs qui me procurent un peu des émotions, des sensations. Je joue beaucoup. Là, dernièrement, j'ai fini FF16, par exemple. Éclaté. Mais ouais. Éclaté, je dirais pas jusque-là. Je suis fan des FF, donc j'étais au bout du truc. Mais en tant que fan des FF, tu peux pas dire qu'il est pas éclaté, quand même. Écoute, moi je suis assez bon public, hein, donc je peux pas dire éclaté. Évidemment, j'ai pas pris un pied monstrueux. On va en parler en off après, c'est pas possible. J'ai pas pris un pied monstrueux, mais je l'ai pas trop éclaté. Je l'ai fini, quoi, tu vois, j'étais au bout. Ouais. Voilà. Là, il y a eu la V2 de. Tu rejoueras pas. Non. Voilà. Donc, oui, non, mais le voilà. 7, le 8, tu l'as fini combien de fois? Le 7, le 8. Le 7, pendant un moment, j'avais un truc de le faire tous les 2 ans. Mais mec, je l'ai fini au moins 5 fois, 6 fois. Ah ouais, le 7, je le connais pas. 7, d'ailleurs, février, là, j'attends le remake part 2, quoi. Ah, mais je vais le. Moi, le 1, je l'ai platine. Hein. 100%. Je vais saigner, quoi. Ah, vraiment. Ouais. Last of Us, c'est vraiment un délire des jeux auxquels je peux revenir. Ouais, j'ai vu la série. Ah non, mais moi, j'ai commencé à jouer, mais tu sais, j'avais pris pas la version remasterisée, j'ai pris la version normale, je crois que c'était sur PS4. PS3, c'était. En fait, je crois que j'ai eu une version PS4 donc le remaster. C'est ça, le remaster. PS3. Pas le remake, le remaster. Voilà, mais il existe aussi, du coup, une version PS5 qui a vraiment. Les graphiques. Remake, c'est ça. Là. En fait, il y a la version originale, il y a le remaster PS4, et après, ils ont fait un remake PS5. Et donc, du coup, je me suis trompé en l'achetant et j'ai envie d'acheter la version remake pour vraiment apprécier sur la PS5. Quoi. L'écriture de Mort ou Vif, l'album, c'est fait au moment où je faisais Last of Us 2. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé Last of Us 2. Moi, je le trouve extraordinaire. Je prenais une claque. J'avais peu de temps. Vraiment, j'avais peu de temps. Je faisais des horaires. Des fois, je me couchais à 2-3 heures du matin et je me levais à 5 heures. Putain. Et il y a des fois où j'ai sacrifié les 3 heures que j'avais de sommeil. Je l'ai peu fait. J'encourage pas à peu dormir. C'est juste que des fois, c'était les obligations liées à tout ce qu'il y avait à faire. Et il y a des fois, je préférais sacrifier mes 3 heures de sommeil pour avancer sur Last of Us Part 2 que d'aller dormir un peu. Tellement j'étais à fond. Et l'album est énormément teinté de l'univers musical. Quand je le titre éponyme, Mort ou Vif. Il y a une fois quelqu'un qui est venu en sortie de concert qui me dit « Excuse-moi, t'as joué à Last of Us Part 2 ?» Je lui dis « Bien sûr. » Le dernier titre là de l'album, mais bien sûr qu'il y a de l'inspi. Ce jeu m'a retourné, quoi. Okay. Il m'a retourné, il me fait kiffer, quoi. J'y penserai quand je vais y rejouer, mais il faut que je trouve le temps, parce que moi j'ai envie de démarrer Baldur's Gate 3 là. Ah ouais, peut-être je vais me le faire aussi. J'ai pas eu le temps. Ouais. Moi, j'ai réinstallé Cyberpunk parce qu'ils ont sorti une V2. Ouais. Et visiblement, ça a changé drastiquement le jeu. Moi, je l'avais fait à l'époque où il est sorti et je l'ai fait sur PS4. Et si tu te rappelles, quand il est sorti sur PS4, il y avait des problèmes de compatibilité. Enfin, les graphismes étaient nazes. Il y a des problèmes. Et je me suis accroché, je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Et je me suis accroché, je l'ai fait quand même. Je te dis, je suis bon public. Et là, je le refais, je le redécouvre. Ouais. Ok. Il est bien. Ouais. Okay. Non, j'avoue, les jeux vidéo. Elden Ring, le dernier. En fait, pour l'instant, Elden Ring. Et je crache du sang, je saigne du nez à dire ça, mais c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué de toute ma vie. Ah, il est très très bien. Devant FF7, quoi, du coup. Tu vois, non, pas moi, quand même. Pour moi, le top 3, c'est Elden Ring, FF7, peut-être Skyrim. Ah ouais. Peut-être Skyrim, parce que... T'aimes bien les RPG? Pas dans les... Ouais, j'adore les RPG, parce que justement, en fait, tu vois, les RPG, moi, j'ai toujours aimé les RPG. Parce que tu peux être... j'ai passé des nuits blanches sur World of Warcraft aussi, mais maintenant... Tiens, un truc que je fais beaucoup, qui me permet vraiment de couper, qui est fun, c'est le jeu de rôle. Ouais. Ça fait partie des passions que j'ai. Tu me demandais mes passions. Jeux vidéo, lecture, jeu de rôle. Ouais, quand tu dis jeu de rôle, toi, tu parles en plus jeu plateau ou jeu en réel. Ouais, c'est ça, le jeu de rôle papier, quoi. Ouais. Où tu incarnes un personnage. Et j'ai plus le temps, mais le dernier que j'ai fait, il doit dater... il y a 3-4 ans, je sais plus trop, mais du GN, sinon du grandeur nature, où là t'es en réel, en tenue. Tu sais, je kiffe ça. Samedi dernier, je suis allé à Paris, je suis passé devant une boutique Warhammer, tu vois, dans Paris. Ouais. Je rentre dedans, et puis t'avais 2 mecs qui étaient en train de jouer, genre sur un plateau, et plein de trucs de Warhammer partout. Warhammer, j'ai peu poncé en vrai, mais voilà, l'univers du jeu de rôle de façon générale, je kiffe bien, parce qu'en plus t'as tous les univers, t'as pas que du médiéval, tu vois. Tu peux faire du médiéval fantastique, mais t'as vraiment tous les univers qui peuvent être représentés. Ouais, c'est vrai, moi j'aime bien l'univers médiéval, j'aime bien l'univers très futuriste, tu vois. Ouais, il y en a, dystopique, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Carrément. Et mon top 3, moi, jeux vidéo, c'est que je mettrais des sagas. Je mets pas d'ordre, parce que franchement, j'arrive pas. Il y a une espèce de podium plat avec les 3. Tu vois. Déjà, j'en choisis 3 déjà. Je me fais violence, mais inclassable. C'est FF7. Ouais. Last of Us. Moi, il est dans mon top. Je peux pas encore dire. Et franchement,
je mets part 2 au niveau de part 1, voire même un peu au-dessus. Moi, il m'a fait kiffer parce que artistiquement, le mec, il a une paire de couilles énorme dans ce qu'il a fait. Il y en a qui ont détesté. Hein. Il est énormément décrié part 2, mais je le surkiffe. Donc je le 2, donc. Le 2, ouais. Okay. En plus, il est long, il y en a qui ont détesté. Moi, j'ai adoré. Il y a un moment, t'es en mode, putain, le jeu est fini, il était tellement bien et tout. Tu sais, t'attends, il se passe rien, puis tu bouges, tu dis, bah, je peux encore bouger le perso, et en fait, c'est pas du tout fini. Tu vois. Ah ouais. Ah, je kiffe. Non, mais en fait, le jeu, ce que j'ai kiffé, c'est que déjà, il y a un parti pris qui est hyper osé, scénaristiquement parlant, et il joue avec les mécaniques propres aux jeux vidéo. Le fait que tu contrôles un personnage, il joue avec ça. C'est pas juste un film ou c'est pas juste du gameplay. De temps en temps, il y a un truc un peu, il se dit putain, je sais que via le jeu vidéo, je vais faire ressentir aux gens ça. C'est pour ça que l'adaptation de la deuxième partie me fait assez peur. C'est parce qu'il y a des trucs où il faut être acteur pour ressentir l'émotion et juste en film, ça marchera pas, quoi, tu vois. C'est un vrai réalisateur, en fait, quoi. Ah non, au-delà d'un réalisateur de jeux vidéo, c'est un réalisateur qui veut vraiment Complètement. Et puis un artiste, quoi, qui essaie de te véhiculer quelque chose. Okay. Et après, dans mon podium, il y a pareil, je la mets en mode saga, mais la saga des Metal Gear. Ah ouais, c'est vrai. Parce que Hideo Kojima, je trouve que c'est un artiste. Je l'ai fini plusieurs fois, non, vraiment très très lourd. C'est un artiste. C'est la façon qu'il a de penser les scénarios qui s'imbriquent et tout. Le 4, j'ai mis 10 ans à le faire. Ouais. Parce qu'au début, j'ai commencé, t'as un vieux Snake, je sais pas si tu l'as fait le 4. Si, je l'ai vu, ouais, il est vieux et tout. Et j'ai dit, je sais pas, j'adhérais pas, tu vois. Et un jour, j'avais pas, c'était un soir, j'avais envie de jouer un peu, j'avais pas d'autre jeu, j'ai dit, je vais leur donner une chance. Un des meilleurs, le 4, hein, franchement. L'histoire, elle est ouf. Le seul problème qu'il y a eu, c'est ce jeu-là avait gagné, quand il est sorti, un prix de la cinématique la plus longue. Je savais pas, parce que moi, quand je fais un jeu, je me spoil de 0. Je regarde rien. Et un soir, il était archi tard, puis je dis, je finis ma cinématique, 5 minutes de jeu, et je vais me coucher. 1h30, elle dure, hein, c'est un film. Ouais, c'est vrai. Putain, je dis 1h30, je sais plus, 1h17. Mais ça dure très longtemps, ouais. Et j'étais en mode, j'étais à fond dedans et tout. Je disais, putain, peut-être que j'allais me coucher, tu vois. Et ouais, les MGS, ça me fait bien kiffer. Ouais. Alors moi, FF7, Elden Ring. En vrai, il n'y a que des FF dans mon top 1. Après, sinon, c'est... Alors après FF7, lequel tu kiffes ? Le 10, non ? En fait, le 10, il a son univers, j'aime bien. C'était le premier sur console next-gen, donc en fait, il y a un truc, et pourtant, ils l'ont pas trop foiré, tu vois, franchement. Enfin, c'est un des meilleurs. Ah ouais, bien. C'est un des meilleurs, mais... Moi, dans l'ordre, en fait, le problème, c'est que j'ai fait le 8 en tout premier. Je savais même pas... Ah oui, tu m'avais dit, ouais. Je savais même pas que ça s'appelait un RPG. Tu vois, je me rappelle, je sors de Micromania, j'avais acheté des jeux d'occasion, tu vois, t'en avais 2 à 30 balles et tout, machin, et j'avais pas d'argent et tout. T'es rentré dans FF par le 8, quoi. Je suis rentré, il y avait FF8 et Driver dans le truc. Et moi, au début, tu sais, FF8, je voyais la jaquette, je comprenais rien, je dis ça doit être de la merde. J'ai laissé de côté. J'ai joué à Driver. C'était bien Driver. C'était bien. Archi bien Driver. C'était un peu, pour les fans de GTA et tout, c'est un peu le même délire. Mais juste en voiture, aussi. Quoi. Ouais. C'est juste que tu faisais des livraisons, moi je me souviens de Driver. Mais j'ai joué vite fait, ça m'a... Je suis pas fait pour ce genre de jeu-là, quoi, tu vois. Et après, j'ai dit, bon, ok, et tout. Putain, et là, ma vie, elle a changé. J'ai mis le CD d'FF8. J'ai commencé à jouer. Franchement, l'intro, j'ai dit... La plage, la musique... Et tout, la meuf et tout, le mec, machin. Il y a un coup d'épée. Non, tu rentres dans le délire, quoi. Tu comprends tout de suite, en fait. Ouais. Tu comprends qu'il y a une rivalité, les mecs, ils se tapent, mais tu sais pas pourquoi, machin. Et l'histoire, elle est complètement ouf. Et en fait, les premiers instants où j'ai joué, je savais pas ce que je faisais. Je comprenais pas c'était quoi ce jeu, les mécaniques, pourquoi je dois aller là, machin, tour par tour, pourquoi je peux pas l'attaquer tout de suite. Enfin... Et puis aujourd'hui, donc j'ai fait le 8. J'ai compris après, je me suis documenté. À l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet et tout. Tu achetais des magazines et tout, tu vois. T'es ouf. On allait à Ivry, à Grand Ciel et tout, ça s'appelait à l'époque. Et on allait, on achetait des Solus, on lisait des Solus et tout. C'était n'importe quoi. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, t'as ChatGPT, t'as Internet, t'as Google, c'est n'importe quoi. Et il y avait ce plaisir, tu vois, d'attendre la fin, t'avais pas de portable et tout, donc c'était n'importe quoi. Et après le 8, donc j'ai fait le 7 parce que j'avais eu des échos comme quoi c'était le meilleur et tout machin. J'ai pas été déçu. J'ai pris une gifle en fait, mais je l'ai fini une dizaine de fois. Tellement de secrets. Rien qu'à la fin, je sais pas s'il y a des fans, mais juste aller battre les armes. Mon Dieu, elles sont infâmes. C'est incroyable.
Celle dans le désert, là, la rouge, Ruby. infâme, j'ai jamais réussi à la battre, tu vois. Ouais. Celle dans l'eau, j'ai réussi. T'as celle dans la première fois que j'ai buté... non, c'était pas moi d'ailleurs, c'était mon pote qui avait buté Emerald dans l'eau. C'était avec la Fury D7. Tu te rappelles de la Fury D7? Oui. C'était à 7777 HP, ça déclenchait un truc. Ouais, je m'en rappelle. Putain. Quand t'avais le chocobo d'or et tout. Ouais. Mais comment j'ai adoré aller dans le sauceur. Ouais, c'était énorme en fait. Ouais. Tu sais, je passais mes journées là-bas à essayer de faire les courses de chocobo et tout. Non, le set, il est extraordinaire. J'ai jamais retrouvé... L'histoire, en fait, l'histoire est bien. Ouais. C'est le coup de maître pour moi de FF7, en tant que justement créateur, machin, c'est un peu mon idéal, tu vois. C'est que l'histoire, elle est vraiment ouf. Et les personnages aussi. Ouais. Et en fait, la combinaison de tout ça, l'antagoniste, il est extraordinaire. Les protagonistes, t'as pas un personnage secondaire qui est trop useless, qui est là en mode... Si, peut-être un peu Ketsit, mais quand tu sais... Moi, gamin, je le trouvais useless, Ketsit. Mais en fait, quand tu sais que c'est un mec de la Shinra, c'est le mec qui travaille au département urbanisme, qui s'est opposé à ce que la plaquette tombe et tout. C'est un mec qui bosse avec le président Shinra, Ketsit. Et si, c'est une peluche pilotée par... c'est pas dit explicitement, mais tu refais-le là, tu vas dire... Ah ouais, c'est lui. Et justement, d'un coup, le personnage un peu useless, qui était là un peu en mode, il sert à rien, il a pas trop de charisme par rapport aux autres. D'un coup, moi, quand je l'avais fait gamin... Regardez les théories, genre... Ah non, mais c'est lui. C'est avéré. Ah non, c'est avéré, c'est lui. Ok. Ouais, c'est avéré, c'est lui. Mec. C'est d'ailleurs pour ça que dans le Temple des Anciens, il se sacrifie et il revient, parce que c'est une peluche pilotée à distance. Okay. Et c'est le mec du département. Refais-le, tu verras tout de suite, c'est qui tu comprendras. Grave. Et avec un regard adulte, moi, gamin... après, je l'ai refait assez vite, mais gamin, quand je l'ai eu, je devais avoir... Attends, il est sorti en 80... Quand est-ce qu'il est sorti? 17. Ouais. Donc, on va dire, j'ai dû l'avoir en 98 en France, j'imagine. Tu vois, j'avais même pas 10 ans encore. J'allais faire 10 ans. J'avais 9 ans. J'avais même pas compris que tous les Sephiroth que tu croises, c'est pas lui, en fait. C'est Genova, tu vois. Ouais. J'avais pas compris, moi. Ouais, Quand je l'ai refait, tout ça, après, plus tard, je me disais, ah ouais, en fait, lui, il est dans la rivière de la ville, il est tombé, et c'est Genova, enfin, tu vois, mais l'histoire... Avec les cellules, machin, ouais, non, mais c'est extraordinaire, l'histoire. Et les personnages sont tous bien, quoi. Ouais. Après, j'ai fait le 9, donc j'ai fait 8, 7, 9. Le 9, il m'a pas marqué, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, mais il m'a pas 10, marqué, quoi. Ouais. Et le 10... Je sais pas, il traite bien de la mort, tu vois, il y a tout ce rapport à... on sait qu'on va, via les mages noirs, on sait qu'on va s'éteindre à un moment, comment vivre en sachant que la fin... Ça, c'est un peu ce qu'on retrouve dans Blade Runner aussi, c'est ça que j'aime bien. C'est, est-ce que finalement, l'idée d'une fin imminente n'est pas ce qui nous rend humains? J'aime bien ce... FF9, il le traite bien, je trouve. Dans le 9, je me rappelle, tu vois, il m'a vraiment pas marqué, mais je me rappelais plus de c'était quoi le thème, la fin du en fait, le truc, c'est que les mages noirs s'éteignent. Il y en a très peu qui prennent conscience de ce qu'ils sont. Ils ont formé un village. Et Bibi, à un moment, se dit, mais alors moi aussi, je vais m'éteindre. Et en fait, tu sais, il y a la brume qui génère les monstres. En fait, c'est une passerelle vers un autre monde. D'ailleurs, la fin d'FF9, je ne l'ai pas compris à l'époque. Et je pense que je vais te respoil de ouf. Mais la fin d'FF9, pareil, avérée, claire, tout le monde meurt. Ok. La fin, en fait, il y a un moment où ils te disent, il y a deux mondes qui vont finir par fusionner. Et lorsqu'ils fusionneront, c'est la fin des deux mondes tels qu'ils existent. Okay. C'est la fin de tout. Tout est détruit. Et l'idée, c'est les personnages, comment continuer à avoir de l'espoir, à aimer, etc., sachant cette fin inéluctable. Et à la fin, t'as Jidan qui retrouve la princesse, il s'enlace, et t'as vraiment l'image des deux mondes qui fusionnent, et bam, qui crée le logo FF9. Putain, faudrait que je rejoue, parce que c'est... Non, mais ils sont hyper profonds, les FF, en vrai. Hein. C'est comme la fin des FF8, hein. C'est hyper profond, en vrai. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est un questionnement sur le temps, ouais, tu vois. C'est vrai. Et le 10 aussi, le 10 c'est un peu plus explicite. C'est, tu sais que dans tous les cas, voilà, il y en a un qui va devenir le nouveau signe, machin, et c'est un cycle, ça recommence, etc. Justement, ils l'ont brisé le cycle, et c'est ça qui est beau. Tu vois. J'ai pas trop aimé le traitement du 10-2, mais le 10 hyper profond. Ouais, le 10, j'ai pas trop aimé. Et après, ça part en freestyle après. Le 11, il était en ligne et il était pas très réussi. Après, j'ai arrêté. Le 12 est bien. Bizarrement, j'ai pas réussi à kiffer autant que les autres. En fait, c'est ça qui est bizarre. Le 12, il me fait cet effet-là. Mon intellect, mon cerveau me sait qu'il est bien. Émotionnellement, je sais pas. Il y a pas, je sais pas. Non, je m'attache pas vraiment au perso. C'est là que après je suis allé vers d'autres jeux comme Elden Ring par exemple. Enfin, moi je trouve que l'histoire est ouf, le lore est ouf. Le lore est dingue. Et puis en fait même c'est marrant parce que tu vois à la limite dans FF7 machin, bon tu télécharges un peu la soluce, t'as tout. Là, dans Elden Ring, les mecs, même les développeurs, en fait, ils lâchent rien. Tu vois. Il faut que tu ailles trouver toi-même les trucs, machin. Il faut que tu ailles regarder les tableaux toi-même, machin. Et donc, tu sais, il y a un vrai travail de il te prend pas par la main. De recherche. Voilà. C'est ça qui est bien. Et ça, c'est dingue. Ouais, c'est vrai.
Bon, bah écoute, voilà. Moi je suis... Jeux vidéo, on fait un podcast jeux vidéo quand tu veux. Mais franchement, il y a de quoi faire, je pense. Il y a de quoi faire. Mais de toute façon, il y a tellement de thèmes à aborder. Le rétro gaming, appelle-moi. Bah, je suis vraiment content. On a fait un bon épisode là. On tourne depuis, je sais pas. J'espère que le son est bon. J'espère que tout est bon. Ouais, c'est la première. On verra bien. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Clyde. Merci de ton invite. Est-ce qu'on peut te retrouver J'ai un peu des réseaux quand même, malgré ce qu'on a dit. YouTube, Insta, Facebook, TikTok, Chloé 7, le chiffre 7. On mettra les liens de toute façon dans la description. Où est-ce que tu es le plus actif ? Par exemple, si quelqu'un il veut te contacter pour n'importe quoi. Instagram, c'est là où vraiment... Ton Insta perso ou plutôt l'Insta de... Ça peut être les deux. Mon Insta perso, tu pourras le mettre aussi, c'est Clyde de Faria. Puis je suis sur les deux. Ok. De toute façon, on mettra tout dans la description. Super. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier merci à toi, c'était vraiment chouette. Épisode. Et puis, voilà. À très vite tout le monde. Ciao.